Bonsoir, bonsoir à tous. On est lundi, il est 22h30, je suis presque à l'heure, 22h32. J'espère que vous allez bien. Petit débrief le lundi. Pourquoi on fait ça lundi? Pour la simple et bonne raison que j'étais pas là ce week-end, j'étais en vacances. Donc on va faire un débrief à froid, ce qu'on fait pas souvent. Et ce qui évidemment, on sera plus petit comité, évidemment, péter derrière le maillot. Ouais, alors je vais pas vous mentir, hein. Je suis revenu de Prague cet après-midi, j'ai pris le premier maillot. J'ai pris le premier maillot dans le placard, je me suis pas posé de questions. L'image derrière, oui, je vous ai mis le chef-d'œuvre du week-end derrière. Voilà, cet attentat. On aura le temps d'en reparler. Merci Auré pour l'abonnement, merci beaucoup. Pour les prochains matchs, on refera les débriefs dans la foulée du match, dans la mesure du possible. Là, c'était pas possible. Idéalement, je préfère le faire le jour même ou le lendemain. Là, pas trop le choix. C'était compliqué de stream en plein milieu d'un mariage. Voilà, d'ailleurs, bravo aux mariés hein, qui nous regardent. Probablement pas, ils ont peut-être mieux à faire. Bonne journée des chats à toi. Oui, bonne journée des chats. Alors, vous les voyez pas, il y en a un qui est derrière. Là, voilà, on va désactiver ça juste pour vous le montrer. Bonne journée des chats, le chat est là. Voilà, hop, on va remettre Anthony Lopez. C'est pas possible. Jiu-Jitsu nous a quitté ce week-end, notre reprise, j'ai rien compris. C'est pas possible parce que t'étais complètement rond. C'était exactement la raison pour laquelle c'était pas possible. Non, la vraie raison c'était que j'étais dans un Biergarten au milieu de Prague et que donc c'était pas possible de streamer de là-bas et que je voulais pas prendre le risque d'emmener le matos pour que le wifi à l'hôtel soit pourri. J'aurais pu stream, mais ça m'aurait obligé à passer une soirée entière à l'hôtel, c'est pas ouf. Est-ce que je peux vous demander juste un truc avant qu'on commence le débrief? Est-ce que vous pouvez checker la VOD et me dire s'il y a bien le son comme il faut? Parce que j'ai déjà fait la connerie tout à l'heure et là je peux pas vérifier. Est-ce que vous pouvez cliquer sur mon pseudo, aller voir la VOD qui est normalement déjà mise et vérifier si le son est bien, histoire qu'on puisse avoir le replay derrière. Débrief le mariage plutôt que la deuxième mi-temps de l'OL. Non, on va en parler. On va en parler, on va faire comme d'habitude, même format que d'habitude. On va débriefer ce match dans sa globalité avant de s'attaquer aux performances individuelles. Ok, super, nickel. Merci à ceux hein, qui ont lâché le petit abonnement, ça fait plaisir. C'est pas vrai, on est que 22, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus nombreux que 22. Ça affiche 22 viewers. Alors, soit vous êtes 22 viewers, vous êtes 22 à parler. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on s'en fout. Tout bon, il y a le son. Nickel. Comme d'hab, on va d'abord faire un aperçu global de 266. D'accord, ok, parce que moi, Twitch me met, 200, me met 22 viewers, donc ça me paraissait bizarre. Vous m'aviez l'air plus de 22. Bon, c'est pas grave. J'ai tenu la jambe sur Twitter pour la VOD, au final, je peux voir le live. Mais c'est très bien, c'est très bien. Rappelez-moi. Merci Fenouille pour le Prime, merci beaucoup. À Marseille, ici, ça va faire bizarre, mais go, écoutez quand même. Mais vous savez quoi, on va faire un petit point Ligue 1 global à la fin du débrief. Je pense qu'on va faire ça de plus souvent. Merci Link4 pour l'abonnement. Fidèle parmi les fidèles, 9 mois d'abonnement. Bravo aux parents. On va faire un petit point Ligue 1 global après, parce que, comme vous le savez, on se compte, je commence un. Comme vous le savez, est-ce qu'on peut aussi parler des fesses de Paqueta? Oui, on peut parler des fesses de Paqueta, Clara, effectivement. Euh, non, on va parler globalement du match dans son ensemble. Ensuite, on fera les performances individuelles, comme d'habitude. On sortira la palette Paint et on fera les notes. Le Jurigno, je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait à 2 grammes. Mais si vous voulez, on pourra faire un petit tour sur le Jurigno, où notamment Johan Le Penant a été plébiscité. Les fils de Paqueta, il y a une certaine oppression. Ouais, non, non, c'est un défi. Le Penant qui va bench Tolisso dans 6 mois. On va en parler, chaque chose en son temps. D'abord la prestation globale, je vous ai mis, regardez comme j'ai bien bossé, regardez comme j'ai bien bossé, je vous ai même fait un petit écran avec les stats. Est-ce que c'est pas du beau boulot tout ça? Voilà, donc on aura le temps d'en parler tous ensemble. Et après on fera un petit point mercato, parce qu'on est début août et que ça bouge pas trop hein, du côté des arrivées. Est-ce qu'il y a besoin des arrivées? Quid du cas Cherki, puisqu'on voit que notre ami David Barbet est en train de faire le forcing pour que les réseaux sociaux s'emparent du sujet, donc on parlera du cas de Ryan Cherki. Est-ce qu'il faut qu'il prolonge? Est-ce que finalement un départ ce serait pas si dramatique que ça? Est-ce que Ryan Cherki mérite une prolongation de contrat? On aura le temps d'en parler ensemble, ce que vous en pensez et compagnie. On est ensemble jusqu'à, je pense, minuit. Merci Kev pour le Prime, merci beaucoup. Des vrais Fafines, on joue bien de mi-temps, ouais. Capture d'écran de Fashcore. Ouais, bah alors un jour, vous aurez des éléments graphiques propres. Et ce jour n'est pas arrivé. Voilà, voilà claque visuelle. Voilà, on parlera ensemble tout ça. Non, sur ce match, moi j'ai un sentiment de plus de soulagement qu'autre chose, pas de satisfaction, mais le sentiment d'avoir vu un match qu'on aurait perdu plein de fois la saison dernière. Franchement, je sais pas vous, le sentiment que vous en aviez. Encore une fois, moi, ma perception était un peu biaisée parce que j'étais à 2 pintes au bout de 10 minutes et la troisième est tombée sur le but de la casette. Mais j'avais ce sentiment à 2-0 de me dire oh, c'est cool. Et au moment où il y a le rouge pour Lopez, oh non, ça recommence. Enfin, vous voyez.
À 2-0 carton rouge, je me dis, bon, bah c'est reparti, on va faire 2-2, ça me paraît évident, quoi. Et paradoxalement, j'ai trouvé que les 20-25 premières minutes étaient vachement bonnes, et je voyais plein de trucs intéressants. On avait parlé du triangle d'or, là, le triangle d'or, Tété, Paqueta, Lacazette, on l'a vu. On avait parlé des qualités de remise de Lacazette, on les a vues aussi. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, après l'Inter, quand on avait fait un bilan des forces en présence, et que moi je pensais qu'il fallait un... Merci beaucoup à Heavy69. Je pensais que Thiago Mendes ne serait pas suffisant, mais je vous avais dit que Thiago Mendes, face au bloc bas, chiant, serait hyper important. Et hier, non, hier, le vendredi, pardon. Ouh là là. Vendredi, le deuxième but, le penalty, il vient d'une passe longue de Thiago Mendes. Et d'ailleurs, il en fait pas qu'une seule dans le match, il en fait une autre pour Toko Ekambi qui manque son contrôle. Le jeu long de Thiago Mendes a été vachement important. Donc on en parlera après des performances individuelles. Mais j'ai trouvé que, quand même, il faut replacer les choses dans le contexte. Ajaccio est un promu. Ajaccio n'est pas la meilleure équipe de Ligue 1, on va pas s'en mentir. Par contre, Ajaccio est une équipe qui fait du Ajaccio. Enfin, vous connaissez Ajaccio. C'est une équipe physique. Ils ont fait 18 fautes. Ils ont pris 6 cartons jaunes. C'est une équipe chiante à jouer. C'était la meilleure défense, mais de très loin l'an dernier en Ligue 2. Je crois qu'ils ont pris 19 ou 20 buts sur la saison. Et je trouve que la production offensive sur les 30 premières minutes face à une équipe qui est réputée comme étant très solide était plutôt satisfaisante. Moi, je suis content qu'on ait joué Ajaccio là, qu'on soit débarrassé, parce que putain, qu'est-ce que c'est chiant de jouer Ajaccio. Il sait pas gérer la profondeur médiane. On va en parler après. On va en parler après. Je suis quand même satisfait que l'OL se soit dépatouillé d'Ajaccio, qui est une équipe extrêmement chiante à jouer, et je pense que beaucoup d'équipes vont se casser les dents dessus parce que ça défend très bien et c'est extrêmement chiant et physique, et je pense qu'ils vont en faire dégoupiller plus d'un. Voilà, salut le Répécho, salut à tous les habitués, hein, je vous ai pas salué plus que ça. Ils en ont pris 19 et en ont mis 23, ouais. Offensivement, c'est tristoun quand même. Le sentiment a changé après les matchs de Paris, Lille, Marseille. Tu te dis, c'est pas si mal, on a sauvé la casse, fait 30 bonnes minutes. Puis tu vois les trois équipes, tu te dis, merde, on est en retard de ouf. Oui, alors c'est le premier match de la saison. Hein. Faut voir aussi les adversaires. Moi, j'ai vu quasiment tous les matchs ce week-end. Paradoxal, j'ai beau être au mariage. Le mariage, j'étais à 2 grammes, mais je regardais quand même le match de Paris. Faut voir l'adversité. Je pense pas. Je vous dis pas qu'Ajaccio va se maintenir, mais par contre, j'ai vu des équipes de Clermont et de Reims, mais on fera le point Ligue 1 après. Ouah, qu'est-ce que c'est faible! Ouah, qu'est-ce que c'est faible! Enfin bref, faut doser un peu. Bien sûr, non, moi le constat global c'est, bon, le job a été fait. Est-ce qu'il a été bien fait? Pas vraiment. Est-ce qu'il a été fait? Oui, 2-1, voilà, 3 points à la maison, but de Lacazette. On est content. Ça aurait pu être mieux, ça aurait très clairement pu être mieux, mais il y a des motifs de satisfaction, il y a des motifs de confiance, et il y a des motifs d'inquiétude aussi. Non, Ajaccio, ils ont mis 39, ils ont pris 19, c'est bien ce qui me semblait quand même. T'as la jurisprudence... Non mais, alors, Silvinho, c'est pas pareil, je suis pas d'accord. Silvinho, t'as 2 matchs où t'es très fort. Là, t'es pas très fort contre Ajaccio. T'es normal, tu tiens ton rang. Et encore, tu dois gagner 3-1. Et t'as une deuxième période qui est pourrie. Le point de vue global, c'est quand même un match en 3 temps. 30 premières minutes très positives, avec un premier but magnifique, qui est ce qu'on veut voir à l'OL. Un deuxième but qu'on pourrait qualifier d'opportuniste, c'est-à-dire c'est une grande passe longue de Mendes, qui fait donc parler quand même ses qualités, pour un penalty, je trouve pas foncièrement généreux, mais bon, voilà. Et après, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a ce carton rouge de Lopez, et on en parlera après, hein, de ce carton rouge de Lopez, parce que ça risque de nous mettre Lopez hors du jeu pendant 3 matchs, hein, parce que c'est vraiment c'est du terrorisme à ce stade-là. Hein. C'est franchement du terrorisme, cette sortie. Et ensuite, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai trouvé l'OL à 10 contre 11 plutôt tranquille, plutôt en maîtrise, pas mis en danger. Et c'est quand il y a eu le 10 contre 10 que j'ai trouvé Lyon totalement apathique, quoi. Et c'est quand même bizarre de réussir à être plutôt rassurant en infériorité numérique, et à partir du moment où ça revient à égalité, on a été mauvais. Et donc ça, je comprends pas trop la logique derrière ça. Tu reproduis la première demeure, tu vas en prendre des points sur le capacity. Ouais. Il y a 10, ouais, non, mais 10 contre 11, c'était serein. Il y avait ce 4-2-3 qui était un choix fort quand même, de pas sortir un attaquant, de sortir Aouar et de laisser Paqueta et Le Penant au milieu gérer le truc. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 choses qui ont posé problème. C'est que quand Ajaccio s'est retrouvé à 10, Ajaccio est passé en 4-4-1.
Donc en fait, ils étaient tout autant chiants, tout autant nuls devant, mais ils étaient là en large supériorité au milieu. Ce que l'OL n'a pas accepté, et j'ai trouvé quand même que Paqueta avait pioché un peu physiquement à partir de la 55-60e, ce qui est logique, hein, parce qu'il a beaucoup donné Paqueta. Mais bon, voilà, l'équipe disait qu'il ne prendrait que 2 matchs plus un avec sursis, car c'est un joueur avec peu d'antécédents. Oui, alors peu d'antécédents en termes d'expulsion, on en parlera après, parce que c'est le premier joueur dont on va parler, mais... Je suis désolé, hein, je veux dire, je n'ai rien contre Lopez, c'est un gardien que j'aime beaucoup, et c'est un mec qui a beaucoup donné au club, mais il y a quand même un problème de fond, Alors, les gens en font beaucoup sur Lopez, hein, les gens en font beaucoup, ils utilisent des qualificatifs un peu abusés, et à chaque sortie un peu musclée, ce qui est quand même le normal pour un gardien, ça sort les grands mots. Là, ce qui s'est passé vendredi soir, c'est quand même, quoi. Voilà, là, je suis désolé, mais c'est pas ça qui va faire changer l'image de Lopez. Et il mérite son rouge. Et il peut faire, enfin, je suis désolé, il peut faire très, 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 très mal au mec en face. Ça peut être une commotion cérébrale. Moi, quand je vois enfin, je suis désolé, c'est Schumacher-Batiston, quoi. Donc, et en plus du fait que c'est une sortie. Non, non, mais Mbappé, c'est rien. Tu vois, Mbappé, il y a un tampon. Bon, bah voilà, il y a un tampon, il est costaud, il est plus grand, il y a un tampon. Mais là, il y a une sortie, c'est pas possible, quoi. Puis vous l'avez derrière moi, là. Vous voyez que au niveau de la sortie, quand il sort, vous avez quand même ici, là, vous avez Mendes qui est au duel, hein. Donc en fait, s'il sort pas, s'il laisse Mendes gérer, déjà, il peut pas se faire lober. Mais en fait, le fait de sortir comme ça ouvre la porte à un lob, alors qu'il y a Mendes au contact. Donc en fait, il n'y a aucune raison de sortir sur un ballon comme ça. Il n'y a aucune raison, le défenseur est au contact, alors il est légèrement en retard, Thiago Mendes, mais cette sortie, elle est... C'est pas bon, quoi. C'est pas bon, la lecture du jeu est pas bonne, et le problème, c'est que ça saccage un peu un match qui était mis sur le bon rail. Alors après, c'est pas sa faute à Lopez si Lyon était nul à 10 contre 10, hein, mais ça saccage un équilibre qui était plutôt correct. Moi, j'ai trouvé que les 25 premières minutes de Aouar étaient plutôt sympas. Alors, elles sont pas flamboyantes, mais elles étaient plutôt sympas, je les trouvais plutôt propres. Et ça saccage un peu cette dynamique-là, et c'est un match qui aurait pu servir de rampe de lancement au prochain. C'est-à-dire, tu mènes 2-0, t'es serein, tu peux même gagner 3-0, tester des trucs, comment dire, fondre ce collectif, essayer de voir si ton trio de milieu de terrain est celui qui va faire toute la saison, en espérant que Paqueta reste éventuellement. Et au final, du coup, ça te saccage un peu c'est pas de la prépa, parce que t'es en pleine compétition. Mais disons que 2-0 contre Ajaccio, qui défend très bien, mais qui sait pas faire grand-chose d'autre sur le papier, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, mais bon, le problème, voilà, décalage de son. Non, il n'y a pas de décalage de son, en théorie. Il y a du décalage de son? Dites-moi s'il y a du décalage de son. Moi, je le vois pas, hein. T'as quand même gagné le match. Oui, il y a pas de conséquences dramatiques. Heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas de conséquences. Alors, oui, non, pas de décalage, d'accord, ok. Ça me rassure. Non, il n'y a pas de conséquences. Mais il y aurait pu. Il y aurait très clairement pu, même si Ajaccio c'est moyen, hein. C'est très très moyen. Offensivement, c'est très pauvre. Mais bon, ça défend bien en bloc, c'est physique, c'est une équipe qui va faire chier du monde. Je serais pas surpris qu'ils chopent un scalp assez rapidement, parce qu'Ajaccio a un calendrier assez violent, hein. Je crois qu'ils ont Lens, Rennes et Lille, je crois. Ils vont être casse-couilles, Ajaccio. Ils vont être casse-couilles. On va en parler de Hamouma après. On va en parler de Hamouma. J'ai un décalage perso. Bah, c'est bizarre si vous en avez, s'il y en a qui l'ont et d'autres pas. C'est bizarre. Ok. Conséquence drama, Ryu va devoir jouer 3 matchs. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais on va en parler après. Parce que moi, je n'ai rien contre Rémi Rioux. Juste, Rémi Rioux, deuxième gardien de l'OL, je comprends pas du coup à quoi sert Paul Horsbeck en fait. C'est un tout léger décalage. C'est bizarre. C'est chiant s'il y a un décalage. Attendez, je vais voir si je peux vite fait. Hop, on va voir si ça marche mieux. Bon, c'est pas grave. J'arrive autant en retard que... Pollersberg, ça part cet été. Bah, logiquement, oui, mais enfin, j'ai du mal à comprendre la logique derrière. C'est du pinaillage. Non, mais ça me fait chier quand même qu'il y ait du décalage. Mais bref, c'est pas grave. Ryu devait être numéro 3. Mais, alors, après, je pense que Ryu vient faire la transition, le passage de témoin entre les jeunes. C'est-à-dire que c'est pas encore, c'est trop tôt pour mettre Bonnevie ou Patouillet, et qui viendra faire cette transition-là. Mais du coup, ça pose problème. Parce que là, on va se retrouver avec Rémi Rioux pendant 3 matchs. Et Rémi Rioux, enfin, le jeu au pied, c'est laborieux quand même, hein. Donc bon, on va voir. On va voir. Polentaberg. Est-ce que Polentaberg, ça c'est un sacré surnom de merde, hein. Est-ce que l'OL ne va pas faire jouer un autre gardien et garder Rémi Rioux sur le banc? C'est trop tôt
pour mettre Patouillet ou un autre. C'est beaucoup trop tôt, je pense. Donc on verra, on verra. Non, le constat global, difficile d'en tirer une énorme satisfaction. Euh, Plutôt rassuré, je trouve, sur certains mouvements, sur certains joueurs, moins sur d'autres. Et ça confirme, moi, ce que je pense de cette équipe, et on en parlera sur le point mercato, qui est que l'ossature, dans le fond, est pas mal. Il y a un embouteillage au milieu de terrain, qui est confirmé par cette prestation de Le Penant. Alors, on verra sur la suite des matchs. Mais bon, Le Penant, il va pas pouvoir cirer le banc longtemps, hein, les gars. Hein. Il va pas pouvoir cirer le banc comme ça. Hein, parce que, putain, sa prestation, Le Penant, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose chez le gamin. On en parlera quand on fera les performances individuelles. Mais Johan Le Penant, Wow. Alors, les Canailles avaient prévenu. Hein. Les Canailles avaient prévenu, c'est-à-dire quand il est parti, ils étaient effondrés. Et la dernière fois qu'ils étaient effondrés comme ça, c'était pour N'Golo Kanté. Alors, on va toute proportion garder. Hein. Mais alors, Le Penant, moi, vous savez à qui il me fait penser. Il me fait penser tout simplement à Maxence Cacré dans l'attitude, dans la grinta, dans l'orientation du jeu. Il a cette capacité à, vous savez, à contrôler le ballon en se retournant, cette espèce de contrôle pivot qui est vraiment un geste hyper important pour un milieu de terrain. Cette capacité à récupérer le ballon dos au but et à se mettre dans le sens du jeu très 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 vite. Et Cacré, c'est comme ça. Et moi, je suis très 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 curieux de voir Le Penant et Cacré jouer ensemble, parce que je pense qu'ils parlent le même football, je pense qu'ils ont la même façon d'avancer, et je trouve que Le Penant a vraiment un truc, en plus il tire, en plus il n'a pas peur de tirer, donc on va... fait penser à Morgan Schneiderlin, c'est pas du tout le même style de jeu, mais bref, si Paqueta part, c'est une opportunité pour les jeunes, on verra, ça ce sera sur le point mercato. Moi je commence à changer mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que je pensais il y a à l'ouverture du mercato en fin de saison dernière, qu'à une offre de Paqueta à 50, 60, il fallait vendre Paqueta, et que voilà, il y avait ce côté peut-être pas fiable de Paqueta. Bon, je vais retourner ma veste en me disant, bon, si on enlève Paqueta, parce que Paqueta, putain, sur le match, c'est pas le match le plus flamboyant de Lucas Paqueta, mais il est partout, hein, et il est vraiment en point d'orgue. Tu fais quoi de nos 4 minutes d'hiver? Bah, c'est le problème. En fait, c'est des problèmes de riches. L'OL a des problèmes de riches au milieu de terrain, on va en parler quand on parlera de mercato. Mais en fait, qui tu sautes de ce milieu? Parce que là, on peut imaginer qu'Aouar va partir. On peut imaginer qu'Aouar va partir et qu'Aouar n'est pas indispensable dans ce trio parce qu'il ne monte pas depuis un an et demi de quoi être indispensable. Mais du coup, Le Penant va être difficile à faire sauter du 11. Cacré, normalement, est un élément clé de cette équipe. Paqueta, s'il part pas, est un élément clé de cette équipe. Du coup, ça nous met Tolisso sur le banc, ça nous met Jeffrey Nadalid sur le banc, ça nous met Florent Sanchez, Mohamed El Arouche très 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 loin de la rotation, si on garde ces mecs-là. Romain Fèvre, où est-ce qu'on le met, pour l'interrogation. Donc en fait, il y a des vrais problèmes de riches dans cette équipe. Donc effectivement, à partir du moment où tu gardes Paqueta, tu as des joueurs qui n'ont plus leur place. Ça nous met Tolisso à l'infirmerie. Sanchez part en prêt. Oui, même peut-être à l'étranger, de ce que j'ai lu. Et même, ouais, effectivement, Cherki aussi. Mais Cherki, on va en parler, parce que Cherki, il y a un vrai sujet. Hein. Il y a un vrai sujet. J'attends le premier qui dit 4-4 de Losange. Hein, mais le 4-4 de Losange, c'est, comment dire, c'est comme le retour d'Interville. Vous voyez, c'était rigolo il y a 10 ans. Maintenant, il faut arrêter avec le 4-4 de Losange. Donc voilà, donc en fait, il va falloir à un moment donné se poser la question de l'avenir de certains de ces joueurs-là. Si Paqueta ne part pas. Et effectivement, je pense que pour Jeffrey Nadalid et Romain Fèvre, il y aura une demi-place pour les deux. Et c'est compliqué. Cacré blessé souvent. Non. J'ai lu un départ à l'étranger pour Florent Sanchez. Donc bon. Voilà, bref, on verra. On verra en tout cas ce qu'il en est. Derrière, l'autre confirmation à mes yeux, c'est qu'il faut quand même un ailier gauche. Et je sais que j'ai dit que c'était difficile de recruter un ailier gauche à partir du moment où Toko Ekambi ne s'en va pas. Parce que Toko Ekambi, c'est difficile de le mettre sur le banc. C'est quelqu'un qui a... Merci Lamagre pour l'abonnement, merci beaucoup. Merci Poutine, les travaux en garde TT. Oui, certes, ouais. Mais KTE, on va pas juger sur un match. Et on sait que c'est un joueur qui va peser un certain nombre de buts. Maintenant, déjà, il y a l'ami Barcola. Et l'ami Barcola, on va en parler de Bradley Barcola. Parce que pour moi, je voudrais mettre le cas Barcola en parallèle avec le cas Cherki. Il faut une doublure en latéral droit. Ça, oui, il me semble que c'est prévu, une doublure en latéral droit. Parce que j'adore Malo Gusto, mais je pense pas que Malo Gusto soit capable de faire les 38 matchs à haute intensité comme ça. Et j'ai peur que l'Omami soit encore un peu tendre. Quoi qu'il en dise, il a le niveau pour être à l'OL, même si on pourrait avoir mieux. Oui, ah oui, non. Toko Ekambi a le niveau pour être à l'OL. Ah, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Encore plus dans un OL qui ne joue pas la Coupe d'Europe, bien sûr. Maintenant, Toko Ekambi, aujourd'hui, il a une valeur marchande. Il a des stats, donc il peut être vendable.
Est-ce que c'est dans le... enfin, est-ce que c'est intéressant pour l'OL d'aller vendre Toko Ekambi? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Faut aller chercher du bois en Turquie. Tu veux parler de tout le monde? Ouais, non, mais on va faire les performances individuelles. Voilà. Après, je sais pas hein, ce qu'on peut dire de plus sur la globalité de ce match, si ce n'est que bon, voilà, le job est fait, plutôt rassurant dans l'absolu. On va faire les performances individuelles après. Qui a Gusto et ses 45 de VMA. Ouais, on va en parler, on va en parler, on va en parler. Toko Ekambi n'est pas nul, mais n'est pas fait pour le jeu que veut instaurer Boss. Bah, il y a un autre problème, on va dire. Ouais, globalement, on s'est fait chier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que globalement, on s'est fait chier. Il y a eu 30 minutes de qualité, un quart d'heure de. Voilà. Et une seconde mi-temps qui était soporifique, quoi. Seconde mi-temps à chier, tout simplement. Ouais, je voulais parler de Romain Amouma aussi. Parce que je me suis fait un peu poutrer la gueule sur Twitter parce que j'ai dit qu'il était venu pour chercher la bagarre et qu'il avait fait du bon travail. Les mecs m'ont dit oh le culot Anthony Lopez, Anthony Lopez. Oui, bon, alors Anthony Lopez et Amouma, ça n'a rien à voir. Amouma, il prend un deuxième jaune qui est sévère. C'est vrai. Ça vaut peut-être pas un rouge. Maintenant, le premier jaune qu'il prend, c'est pour contestation. Lacazette prend un jaune aussi. Pour la petite générale, là, quand Idrissi a fait son simulation dans la surface. Donc il n'est pas volé, celui-là. Et surtout, il y a quelque chose que les gens ont tendance à oublier sur le match de Amouma, c'est qu'à un moment donné, il fait un putain de plongeon là, là, là. Non, ici, là. 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 Il fait un plongeon. Mais complet. C'est-à-dire, il essaye de chercher un penalty face à Lukeba, je crois. Face à Lukeba. Il se jette complet. Enfin, je veux dire, au ralenti, ça vaut jaune. C'est un carton jaune. Enfin, je veux dire, Memphis a pris des cartons jaunes pour moins que ça. Donc en fait, il peut littéralement être exclu pour aller chercher le penalty à Mouma. Donc il l'a pas volé, hein. Il l'a pas volé son rouge à Mouma. Franchement, quand t'as un carton jaune et que tu fais ça dans la surface, tu mérites d'aller passer le reste du match au vestiaire. Donc moi je suis désolé, Amouma peut-être que le carton rouge est un peu sévère au vu du deuxième jaune, mais pour l'ensemble de son œuvre, l'ami Romain Amouma, il méritait bien de retourner au vestiaire. Voilà. Bon après, visiblement, c'était mieux quand il était sur le terrain, donc pour Lyon. Donc bon, faut voir le positif, l'année dernière on aurait pris une égalisation à 89e. Ah ouais, complètement, complètement. Le constat global, ouais, c'est ce côté, bon, on n'a pas perdu ce match. On n'a pas, en tout cas, parce que je me rappelle des matchs comme ça. Il y avait quoi? Il y avait Clermont l'an dernier, il y avait Brest, des matchs comme ça. Il y avait Nantes, je crois aussi. Ou bon, des matchs où il y a un faux rythme et il y a une saucisse à un moment donné qui vient amener l'égalisation adverse ou quoi que ce soit. On en a vu, on en a mangé. Et là, c'était presque une surprise d'arriver à 2-1. Donc bon. Nice, pardon. Oui, Nice, évidemment Nice. Évidemment Nice, j'avais oublié. Nice, le match de l'enfer, terrible. Donc bon, voilà, il y a quand même une satisfaction ou plutôt un soulagement, c'est pas une satisfaction, d'avoir fait un match pourri en seconde période sans conséquence. Donc voilà, il y a 3 points, première partie de tableau, next, voilà, ce sera pas mal. On verra si l'OL est capable de développer autre chose contre l'Orient, mais globalement, c'est plutôt, à défaut d'être satisfaisant, relativement, j'ai ouï dire que Guiri est à vendre. Arrêtez. Arrêtez avec Bouiri, c'est bon, stop. Je me fais du souci pour Thiago Mendes, il y a des périodes où on met des gros trous d'air. Mais c'est un peu le problème de fond. D'ailleurs, c'est une très bonne transition, puisque on va. Eh ben, j'ai fermé Paint, parce que je suis un débile. On va faire les notes, tiens. On va faire les notes individuelles. Hop. Je vais juste ouvrir le logiciel. Hop. Voilà. Hop, on va passer là-dessus. C'est bon. Alors, il faut que je dessine le terrain. Attention. Et c'est devenu la tradition maintenant. On fera pas de. Pourquoi ça marche pas? Non, c'est une mauvaise couleur. Voilà, hop. Non, attendez. On va faire ça plus correctement. Voilà. Des surfaces de réparation. Le cas de la grande tige allemande, on en est où? De Polersbeck? Absolument aucune idée d'où on en est sur Polersbeck. Je pense pas qu'il restera, parce que s'il est passé derrière Ryu dans la hiérarchie, il n'a pas grand intérêt à rester, Polersbeck. J'espère qu'il a encore une petite cote en Allemagne, mais je pense pas qu'il soit voué à faire sa carrière à Lyon, hein. Lopez 0-1. Ah, un écran vert. Voilà, alors. Nous avions ici Anthony Lopez. Nous avions Castello Luqueba. Voilà, nous avions Thiago Mendes. Le Penant. Awar, même si Awar on va pas le noter. Paqueta. Louba. Ouais, pas très symétrique ce terrain. C'est le terrain d'Olivier Tom, les gars. Hop, Gusto. Tété. Et Lacazette. Toko. Et la Tagliatelle. Voilà, hop. Alors, t'écris toujours aussi bien la souris. C'est de l'entraînement, les gars, c'est de l'entraînement. Dans l'ordre, Anthony Lopez. Alors, Anthony Lopez.
Je pense qu'il le sait, hein, je veux dire, on va pas... Si, on va l'accabler, parce que malheureusement, c'est le fait marquant du match, c'est ça. Je pense quand Lopez, il sait qu'il a fait une connerie, quoi. Voilà, il le sait, il saccage le match. Heureusement pour lui, ça n'a pas de conséquences négatives sur les 3 points. Maintenant, il y a un problème de fond dans la lecture du jeu et dans le jeu au pied, parce que dans le jeu au pied, c'est quand même assez laborieux. Il n'est pas aidé, il faut le dire, il n'est pas aidé par Thiago Mendes. Alors autant Thiago Mendes, le jeu long est bon, mais alors j'ai vraiment l'impression, et je pense que c'est des réflexes de milieu de terrain, il a tendance à envoyer des saucisses à l'arrière, Thiago Mendes, que Lopez a du mal à gérer. Donc, signez-moi en DC, on est golden. En fait, quand il fait sa connerie, Lopez, j'ai l'impression qu'il sait qu'il a merdé. Merci Makaido pour l'abonnement. J'ai l'impression qu'il sait qu'il a merdé. Malheureusement, ouais, là, c'est difficile de mettre une note tolérable. Parce que c'est vraiment le fait du match et ça va coûter cher, hein, parce que si c'est Ryu derrière pendant 3 matchs, ça peut être une expulsion qui coûte des points a posteriori, hein. Donc tu mets son pote Vercoutre en entraîneur des gardiens, du coup il ne progresse pas. Mendes en DC, je comprends, ça tient pas une saison. On va voir, on va en passer. Il va prendre 3 matchs. Alors ce qu'on m'a dit, c'est 2 matchs avec un avec sursis. Donc ça nous emmènerait quand même sur 3 matchs sans lui. Le problème de Lopez, c'est qu'effectivement, alors il faut tempérer sur le fait que c'est que son 2e carton rouge. Mais c'est son combientième penalty et c'est son combientième moment un peu d'absence comme ça, de sortie un peu chelou. Rappelez-vous la sortie contre Brest, je sais plus qui c'était en face, c'était un peu chelou, il a bien réagi après la faute, ça peut l'aider. Oui, bah, encore heureux, hein, quand l'arbitre sort le rouge, Lopez, il sait de toute façon, il voit bien ce qu'il a fait. Mendes défend bien face au jeu, mais les retours et les ballons dans le dos, c'est très dur. C'était Mounier, ouais, c'était Mounier. Mounier, vous vous rappelez de l'action de Mounier où il se jette sur lui, enfin, on dirait vous savez, les Rottweilers de la police, là. C'est vraiment genre, il s'était jeté sur lui, quoi. Le coup de poing dans la gueule de Pellegrini, non mais, il y a un problème de fond, il n'est pas aidé médiatiquement parce qu'il fait des choses parfois qui sont pas du tout répréhensibles, qui sont juste un peu musclées, et on tombe sur lui parce qu'il a cette image de gardien un peu violent. Là, pour le coup, j'ai un peu peur, je vais vous dire, j'ai un peu peur qu'il y ait un exemple de fait. Parce qu'il y a la pression médiatique et parce que Lopez est vu comme tel, j'ai un peu peur qu'il fasse figure d'exemple et qu'il prenne 3 matchs ou plus, quoi. La sortie à contre-temps contre N'Guet, ouais, non mais ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup. Lopez, il est plus tout jeune, enfin je veux dire, la marge de progression, c'est des choses qu'il va avoir du mal à corriger, quoi. Donc bon, l'OL ne joue pas la Coupe d'Europe, donc à partir de ce moment-là, je vois pas trop les solutions qu'il peut y avoir par rapport à Lopez. Je pense qu'il reviendra et que voilà, on le remerciera à certains autres matchs de sauver des points parce qu'il est bon sur sa ligne, mais que la marge de progression de Lopez sur certains sujets de gardien de but, sur cette lecture du jeu-là, parfois il fait des super bonnes sorties, hyper bien anticipées et compagnie, et parfois il y a ces saucisses-là, quoi. Donc bon, je pense que le plan de l'OL sur Lopez, c'est de terminer tranquillement avec Lopez et d'éventuellement faire le jump avec un petit jeune du centre, parce qu'il y a des gardiens qui sont prometteurs au centre, notamment Patouillet. Mais voilà, je pense que c'est illusoire de penser qu'on va remplacer Lopez. Je pense que c'est illusoire de vouloir chercher un gardien qui a eu l'opportunité Onana, mais que sans Onana, ce sera Lopez puis Patouillet, ou Lopez puis un autre, mais on n'aura pas de remplacement de Lopez. On va se le taper pour encore 3 ans. Je pense qu'encore 2 ans de Lopez, ouais. Voilà, maintenant, faut pas diaboliser, ça reste un gardien plus que correct. Est-ce qu'il a le niveau Ligue des Champions, titre de Ligue 1? Non, mais fort heureusement, l'OL ne joue pas ça. Moi, je veux Navas. Oui, bah moi, je veux Courtois aussi. Voilà, moi, je veux David Seaman tant qu'à faire. Donc, à un moment donné, oubliez pas à chaque fois quand on parle de niveau de jeu que l'Olympique Lyonnais a été 8e de Ligue 1 et ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc, à un moment donné, et la grand-mère à Laurent Bounot. Voilà, sans lui, on est 12e l'année dernière. C'est vrai, c'est vrai. Donc il faut doser quand même, il faut doser un petit peu. C'est une grosse connerie, c'est une sortie qui est dégueulasse. Il va prendre ses suspensions. C'est chiant parce qu'il n'y a pas de gardien remplaçant du niveau qu'on aimerait avoir. Maintenant, ceux qui veulent remplacer Lopez, dites-moi par qui, hein. Parce que je vois pas de solution idoine qui ait une vraie plus-value dans un club qui ne joue pas la Coupe d'Europe. Donc je vois vraiment pas qui viendrait remplacer Lopez à Lyon. C'est illusoire pour moi d'espérer avoir une plus-value qui mérite de mettre Lopez sur le banc. Enfin, vous voyez bien. Je pense que Lafont, pour 20 millions, tu le chopes. Ouais, mais est-ce que la plus-value Lafont-Lopez est si évidente que ça? Moi, je suis pas d'accord, hein. Pour moi, Lafont est pas meilleur sur sa ligne que Lopez. Il est peut-être meilleur, peut-être moins, comment dire, erratique sur certaines sorties. Mais Lafont est pas forcément meilleur au pied, quoi. Voilà, donc...
Le PSG a 56 gardiens. Oui, mais bon, il faut une collection. On peut pas compter sur le PSG. Le PSG veut pouvoir aligner 5 gardiens en joueurs de champ. 2 matchs en sursis, là, avec sourcil. Qui c'est qui m'a sorti des matchs avec sourcil, là? 2 matchs fermes et un avec sourcil. Costil. Mais les gars, Costil. Vous pensez vraiment, sincèrement, genre là, vous êtes dans le chat et vous me dites Costil, il est meilleur que Lopez? Mais vous avez regardé Bordeaux la saison dernière? Enfin, je veux dire, on a déjà une équipe de dépressifs, vous voulez rajouter Costil là-dedans? Non mais Costil, arrêtez les gars. Soit vous regardez pas le foot, vous avez pas vu jouer Costil les 2 dernières saisons, soit vous êtes complètement matrixé par votre haine de Anthony Lopez. Parce qu'à un moment donné, pour dire que Costil est meilleur que Lopez, il faut en fumer de la bonne. Hein. Etienne Green, mais Etienne Green, il est même plus titulaire à Saint-Étienne, je crois. Oui, puis pourquoi pas Donovan Léon aussi. Ouais, Grégory Vimbé, ouais, ils vont chercher Vermuse aussi. Donc non, non, arrêtez, faut doser un petit peu, arrêtez d'être dans l'excès. Oui, Lopez est pas le meilleur gardien du monde. Oui, Lopez est limité dans certains aspects. C'est pas le meilleur gardien au pied, c'est pas le gardien le plus doux de l'histoire. Mais quand même, faut doser. L'an dernier, il fait une très bonne saison. Effectivement, l'OL pourrait un jour éventuellement espérer mieux, mais pas aujourd'hui. Voilà, pas aujourd'hui. Simplement pas aujourd'hui. Quel meilleur gardien que Lopez, vraiment meilleur, justifierait un investissement, et quel gardien viendrait chez le 8ème de Ligue 1 ne jouer que la Ligue 1? Aujourd'hui, moi, je vois pas. Je vois pas. Bah, Lloris, les gars. Aujourd'hui, c'est pas un chantier prioritaire. Vous avez 40 millions pour le mercato, vous voulez en mettre 15 sur un gardien? J'ai du mal à vous comprendre, les gars. Voilà. On a loupé Onana. Onana était meilleur que Lopez, c'était un grand gardien. Ça aurait été une plus-value de ouf pour pas très cher. On a raté Onana, faites le deuil. Faites le deuil. Voilà. On te dit Lafont, mais ça te convient pas. Mais pour moi, Lafont, il n'y a pas de plus-value par rapport à Lopez. Je vous le dis. C'est un bon gardien, il est peut-être légèrement meilleur que Lopez, mais il n'est pas suffisamment meilleur que Lopez pour justifier de remplacer Lopez. Mickey Boy a conseillé un gardien en Russie. Mais aujourd'hui, c'est pas un chantier principal. Peut-être qu'il y a un chantier sur le deuxième gardien. Mais on a pris Ryu pour ça. Alors est-ce que c'est suffisant? Je sais pas, mais on verra. Je préfère mettre des millions sur un décès que sur un gardien. Moi, je suis d'accord. Anthony Lopez, vous pouvez pas me dire que c'est un mauvais gardien de Ligue 1. C'est un bon gardien de Ligue 1. Peut-être pas un bon gardien de Ligue des Champions, mais ah bah zut alors, l'OL joue pas la Ligue des Champions. Voilà, donc non, Alban Lafont, arrêtez, arrêtez. Pas tout de suite Lafont. Et de toute façon, je vois pas la plus-value moi avec Lafont. Voilà, je vous le dis. C'est pas parce que c'est la culture de l'instant, c'est pas parce que Lopez a fait une connerie vendredi que ça y est, Lopez est devenu un gardien nul. Hein. Voilà, donc non, c'est un bon gardien sur sa ligne, c'est un leader du vestiaire, c'est un mec qui est là depuis longtemps. Il n'est pas au niveau qu'il a pu être en 2016, en 2017. Peut-être que ça reviendra. Effectivement, il n'est pas bon au pied. Et je pense pas que ça progressera outre mesure au pied. Effectivement, dans la lecture du jeu, parfois, il a des absences. Mais oh, quand même, Anthony Lopez, quoi. Keylor Navas, non mais... Keylor Navas. Keylor Navas, il va venir jouer à l'Olympique Lyonnais. Alors honnêtement, moi j'adorerais, hein. Super. Keylor Navas, avec un salaire XXL, il va venir signer à l'OL pour jouer la Ligue 1. Et en plus, vous allez mettre Lopez sur le banc. Non mais stop les gars. Stop. Notre cellule de recrutement a le droit de bosser. En fait, le problème, c'est que si aujourd'hui, allez, on décide. Voilà. Aujourd'hui, Lopez, c'est pas assez, on remplace Lopez. Donc vous allez signer un gardien, vous n'allez pas signer un vieux. Donc vous allez signer un mec relativement jeune pour 3, 4, 5 ans dans l'idée. Donc derrière, vous avez Patouillet. Et Patouillet, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Mais voilà. Voilà. Donc bon. Respectez un peu Anthony Lopez, ouais. Voilà. Ok, il a fait une connerie. Voilà. Bref, la note, on va lui mettre 2, parce que voilà, effectivement, carton rouge, on pourrait même lui mettre 1 en vrai, parce qu'un carton rouge à la 30e minute, voilà. On va peut-être même mettre 1, voilà, c'est vrai, parce que c'est difficile de faire un pire match pour un gardien, c'est vrai. Expulsion à la 30e minute, expulsion qui n'est pas nécessaire, plus penalty qui permet à l'équipe adverse de revenir dans le jeu. Effectivement, c'est un match désastreux, voilà, 1, ça me semble logique, et c'est malheureux, mais voilà, il reviendra. Il n'y a que des mecs qui jouent FM dans le chat. Ouais, c'est ça. C'est Igor Akinfeyev aussi. Ou comment il s'appelle, l'Ukrainien du Real, là Andrei Lubin ou je sais pas quoi, là. Arrêtez, fumez un peu quand même. Tu devrais écrire la note en bas. Oui, c'est vrai. Ou en haut, ouais. Ouais, on va mettre 1, voilà. Lounine, voilà, pardon. Alors, Loukeba. Alors, Loukeba, c'est marrant, je trouve. Loukeba, c'est marrant parce que je trouve qu'il fait un match normal. Et ça devient normal. Vous voyez ce que je veux dire? Un match de tranquille, serein, patron.
et on s'habitue au fait que Kastelou Loukeba fasse des matchs de patron normal. On oublie que le mec a, on oublie que le mec a 12 ans, quoi. Donc ouais, Loukeba, c'est un petit 6. Je l'ai pas trouvé fringant de ouf, mais match de mec qui est là depuis 5 saisons, qui est international et tranquille, quoi. Voilà, mais c'est pas le plus grand match de Kastelou Loukeba, hein, mais c'est un match très bon, voilà. Et on s'habitue quand même. S'habitue que, voilà, petit patron, tranquille, 19 ans, et voilà. C'est sorti de balle sous pression, ma drogue. Je trouve quand même, et on va passer à Mendes après, je trouve que cette équipe-là, elle a des défauts, cette charnière centrale, c'est pas la plus fiable, notamment dans les ballons en profondeur, mais que contre des blocs comme ça, elle est pas mal quand même. Et Mendes, j'ai vu des gens le critiquer sur Twitter, moi j'ai trouvé Mendes effectivement pas rassurant à l'arrière, pas rassurant dans le jeu au pied avec le gardien et compagnie, mais putain, quand il a le ballon face à des blocs bas, c'est quand même c'est un débloqueur de situation. Le penalty provoqué par Tété vient d'une grande ouverture de Thiago Mendes. Il y en a eu beaucoup. Il y en a une aussi croisée où vous avez Mendes qui est dans cette zone-là là, et qu'on voit Toko qui rentre comme ça et qu'on voit un long ballon comme ça qui arrive pile dans cette zone-là. Je trouve que Mendes il apporte quand même énormément dans ce jeu long. C'est pas le meilleur défenseur central de l'histoire, ce le sera jamais. Mais voilà, le 2-0 il vient de lui. Hein. C'est lui qui donne le 2-0. Donc voilà, je pense que contre des adversaires, contre certains types d'adversaires, ce sera plus compliqué. Notamment des adversaires qui vont vite, notamment des équipes qui joueront très bas avec des projections très rapides, et je pense qu'à un moment donné, Thiago Mendes, on va le maudire sur plusieurs générations parce qu'il va être à la rue sur des attaquants qui vont être dans son dos. Mendes, ça me rappelle quand on a mis Bodmer en DC. Alors, ouais. Comment des gens mettent plus que Mendes à Loukeba? Bah Mendes, c'est une passe D dans l'absolu. De penalty provoqué par Tété, c'est une passe de Mendes. Et il aurait pu en avoir une autre sur cette passe sur Toko. Donc moi je trouve que Mendes fait un bon match et qu'il n'est pas fautif sur le but et que sans ce penalty concédé par Lopez, c'était une clean sheet. Donc à un moment donné, voilà. Donc non, moi je trouve qu'il souffle le chaud et le froid, mais que sur ce match-là, il a soufflé plutôt le chaud. Voilà, c'est pas 7, parce que c'est pas un match hyper brillant, mais c'est un match solide et un match intéressant, je trouve, de Mendes. Donc voilà, je lui chie dessus assez régulièrement, et on lui chie dessus assez régulièrement parce que parfois il est très mauvais, mais là, il est dans un registre correct. Je continue de penser que ce sera pas suffisant, et que l'OL doit recruter un défenseur central, notamment parce que vous me parlez de Boateng, vous me parlez de Da Silva. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo de Cherki qui se balade avec la défense Boateng-Da Silva. Bon, ça sent la fin quand même hein, pour les deux bougles. Hein. Voilà, bref. Malo Gusto, on les entend plus trop, hein, les détracteurs. Hein. On les entend plus trop, les détracteurs de Malo Gusto. Hein. Malo Gusto, ça court de tous les côtés. C'est relativement fiable derrière, c'est intéressant devant. S'il manque une petite passe D, il manque un but. Il aurait pu à un moment donné, il rentre dans cette zone-là, et il frappe comme ça ici, et c'est détourné par le gardien. Mais comme d'hab, hein, vous vous rappelez, on avait parlé de cette zone-là, ce half space ici, c'est vraiment l'open bar. Hein. C'est l'open bar pour Tété, c'est l'open bar pour Gusto. Dans cette zone-là, Gusto, il est quand même très très fort. Hein. Voilà, donc effectivement, c'est pas le meilleur match de Gusto, mais il y a quelque chose quand même. Hein. Il y a quelque chose. Pas serein défensivement, vous êtes dur quand même. Hein. Il va progresser de façon défensivement. Il met un poteau, oui, ouais, non, c'est poteau, c'est contre l'Inter, le poteau. Il a quel âge, Malo? Il a 19 ans. 18 ou 19, Malo Gusto. Quand même, les gars. Malo Gusto, vous vous rendez compte du niveau du boug à 19 ans? C'est ça, c'est 19 ans, hein. 18 ou 19, je sais plus. Ouais, donc moi, 7, vous êtes généreux quand même. Hein. C'est pas non plus le match du siècle, pour moi, ça vaut 6,5 aussi. Voilà, ça vaut 6,5. Un jeu à l'Alexander Arnold. Bah, c'est un jeu en très haute intensité de Gusto, et je pense que c'est ça dont le latéral moderne. Aujourd'hui, c'est un mec qui est capable comme ça de faire des allers-retours, de provoquer, de percuter, de rentrer. Moi, je le trouve assez intéressant. Le problème, c'est qu'il rattrape des erreurs défensives avec sa vitesse en répétant les efforts, il pourra peut-être pas. Sur le corner, c'est lui qui roule la remise de la tête, je sais plus. Formé au milieu comme... Ouais, c'est vrai qu'à la base, il est formé au milieu, Gusto. Comme Quentin Merlin à Nantes, d'ailleurs. Défensivement, c'est pas mal, et offensivement, c'est très fort. C'est les qualités d'un latéral moderne. Est-ce que c'est parfait? Est-ce qu'il a encore une marge de progression? Oui, complètement. Malo Gusto n'est pas un joueur fini. Mais je trouve que c'est... À la différence de Loukeba, par exemple, Loukeba qui est quasiment terminé comme joueur. Il est quasiment abouti. C'est difficile de voir Loukeba progresser sur certains aspects, tellement il est déjà aussi fort. Malo Gusto a encore une marge de progression sur la qualité de centre, une marge de progression sur le placement défensif, mais ce qui montre à cet âge-là, pour un poste qui est quand même très très difficile, c'est très dur latéral. Hein. Voilà, bon.
Et surtout, là où Gusto, Malo Gusto, là où il est extrêmement intéressant, c'est effectivement, vous me le parlez, dans les 30 dernières minutes, le mec ne pioche jamais. Il a une VMA de malade, une endurance folle, et il est là, quoi. Jusqu'à la dernière minute, il va faire les efforts, il va faire les efforts. Et moi, je trouve que c'est vraiment comment Boateng peut afficher un niveau aussi lamentable. J'ai l'impression qu'il en a rien à foutre, Boateng. Le sentiment que j'ai, qui est un sentiment, hein, je veux dire, je n'ai pas d'écho quoi que ce soit, j'ai l'impression que Jérôme Boateng n'en a rien à foutre de l'Olympique Lyonnais, qui veut pas être là. Voilà. Et forcément, un défenseur central qui veut pas être là, ben, dopé Gusto, effectivement. Gusto, s'il était au Bayern, on se poserait des questions. Ouais. Mais bon, ouais, Gusto, il est fait pour la première ligue, effectivement. J'ai peur quand même qu'à un moment donné, ça vienne poser des bâtons sur Gusto, parce que Gusto, il est fait pour un championnat comme la première ligue. Il a le physique, il a les qualités pour la première ligue, et je serais pas surpris que d'ici 1 ou 2 ans, ça parte dans un gros club quand même. Hein. Gusto pris dans l'affaire Puerto. Ouais, non, vraiment, c'est le jour et la nuit avec notre ami Léo. Hein. Voilà, qu'on voit pas trop Gusto à la Jumbo Visma en 2023. Allez, on passe de l'autre côté. Tagliafico, match. Alors, 2 choses. Je l'ai trouvé pas hyper rassurant en première période, Tagliafico. Qu'en est-il de Sinali? C'est une très bonne question. Je n'ai aucune idée de ce que devient Sinali de demander. Tagliafico, je l'ai trouvé un peu friable en première mi-temps. Toutes les actions un peu dangereuses de Ajaccio viennent de son côté. Mais on va tempérer ça. Il n'est pas aidé par le monsieur ici. Hein. Il n'est vraiment pas aidé, alors que Tété et Paqueta ont tendance à les défendre dans cette zone-là. Il est quand même pas aidé par la Mitoko. Donc, bon, après, deuxième période plutôt rassurant. Je trouve qu'il a un côté, voilà, rassurant, c'est le mot. Il n'est pas flamboyant, il monte beaucoup moins que Gusto. Et encore heureux, parce que s'il montait plus, ce serait compliqué. D'ailleurs, on a vu contre l'Inter que quand il montait, c'était un peu le désert derrière. Flippant la Tagliatelle, mais on sent quand même le potentiel Grinta. Je pense que, en fait, il y a 2 solutions, hein. Il y a 2 directions pour Tagliafico. Soit il prend la direction du mec fiable, expérimenté, rassurant, soit il prend la direction Emerson. Donc moi, j'ai du mal pour l'instant à m'emballer sur Tagliafico, que j'ai trouvé bien, mais sans plus. Vision du jeu intéressante. Moi, ce que j'aime bien chez Tagliafico, et c'est ça qui va. Vous me le dites dans le chat, vous me dites il a du mal à jouer avec Toko. Pourquoi il a du mal à jouer avec Toko? Parce que Tagliafico, c'est un joueur qui a une tendance à aller là. Vous voyez? Et le problème, c'est que Toko, il passe sa vie à aller là. Donc en fait, il y a personne pour aller occuper cette zone-là. C'est pas un latéral de débordement comme Gusto qui va aller longer cette ligne comme ça. Donc je pense effectivement qu'il y a un problème ici. Et que, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand Bradley Barcola rentre, Tagliafico est vachement plus tranquille. Parce que Bradley Barcola, il va occuper cette zone-là. Il va faire des appels, les mêmes appels que Toko, mais il va être beaucoup plus excentré. Donc moi, je serais curieux de voir Tagliafico avec un autre ailier. Vous voyez? Et je pense quand même qu'il y a un problème avec Toko qui a du mal à jouer avec son latéral, ça c'est une certitude. J'ai un podcast sur le. Bradley fait des efforts défensifs, ouais, on va en parler après. Donc Tagliafico, je vais mettre 5, c'est peut-être un peu dur, mais je ne l'ai pas trouvé non plus hyper flamboyant, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'occasions qui venaient de son côté à lui. Voilà pour la défense. Très juste, Charlie, je suis quand même curieux de voir Tagliafico avec quelqu'un d'autre. Toko, il a du mal à jouer tout court, on va en parler après. On va en parler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types d'ailier gauche. Bon, allez, bref. Le Penant. Johan Le Penant. Quand même, la révélation, quoi. J'ai vu beaucoup de Canets qui se plaignaient de critiques de supporters lyonnais au moment où Le Penant est arrivé. Et moi, je dois pas suivre les mauvais, parce que j'ai pas vu beaucoup de critiques sur Le Penant quand il est arrivé. Peut-être que vous en avez vu, hein, je sais pas. Moi, j'étais curieux de voir ce gamin. Mais j'étais persuadé qu'il allait prendre un peu de temps à rentrer dans la rotation, un peu à l'image de Lucas Touzard quand il avait signé, où il a fallu quand même 6 bons mois, voire 1 an, pour qu'il vienne faire sa place dans le 11 de départ. Là, le Boug, il a l'air quand même prêt tout de suite, là maintenant, tout de suite. Hein. Donc, waouh, enfin, la caisse du bonhomme, il est monstrueux. Hein. Il est monstrueux, et je sais que vous allez vous offusquer parce que vous allez avoir dans votre tête le Lucas Touzard de la fin à l'OL, mais moi il me rappelle un peu le Lucas Touzard qui avait sauté Gonalon, le très bon Lucas Touzard, qui avait cette qualité technique avant de la perdre, on ne sait pas comment, dans cette intensité. Vous voyez, attention, hein. Attention, dans l'intensité, comment dire, dans la grinta et dans la capacité à répéter les efforts, il me rappelle Touzard. Par contre, dans la qualité technique, il est à 1 milliard d'années au-dessus, et il a cette capacité à se retourner, à contrôler le ballon, à s'orienter
dans le bon sens et surtout à attaquer l'espace. Et moi, c'est ça que je trouve assez génial avec ce gamin. C'est qu'on a eu souvent des séquences à l'OL où vous avez un mec là, un attaquant, et puis deux cons qui attendent là, vous voyez? Deux cons qui attendent ici, et puis ça tourne, puis ça fait comme ça, puis ça revient là-bas et tout ça. Et vous voyez bien que le premier but, il vient de Le Penant qui vient ici chercher l'appui. Et ça change tout en fait, ça change tout. C'est un truc que Cacré fait de temps en temps, mais peut-être pas assez. Oh, j'en ai ras le cul. Eh, j'en ai ras le cul. Il y a des connards qui font de la voiture. La route, elle fait 50 mètres de long. Enfin bref. Je le vois plus style tout l'allant. Faudrait juste lui trouver un autre lief que Le Pen, effectivement. Et vous voyez que pour revenir sur le premier but part d'un ballon qui va sur TT, qui prend appui sur la casette. Et là, en fait, on est bloqué. Et c'est le fait que vous avez Le Penant qui est ici, qui vient attaquer, qui change tout, qui change vraiment tout. Et c'est ces trucs-là qu'on a un peu moins vu l'année précédente parce que Le Penant, il est plus en retrait que Cacré dans sa manière de jouer, mais du coup, il est plus imprévisible. Il y a des connards qui font de la voiture. Rodeo urbain Montrouge. Non, mais vraiment. Ouais, vraiment. Mais bref, c'est un truc. Il est encore un peu chien fou, mais sacré potentiel. Eh, c'est un bébé, Le Penant, hein. C'est un bébé. Il va prendre en masse, il va prendre en volume, mais déjà, ce qu'il montre sur ce match-là, on verra hein, si ça confirme ensuite. Mais c'est quand même un recrutement qui sent bon la pépite. Le Penant, je pense qu'on peut le mettre en encadré parce qu'il ne l'a pas volé et on va lui mettre 8, même s'il n'y a pas de dé et pas de passe dé. Il a quel âge? Il a 19 ans, Le Penant, non? Il a 19 ans, hein. Premier match de Ligue 1, quand même, vous vous rendez compte? Le côté patron qu'il a, moi, il me rappelle un peu Cacré dans cette côté je suis chez moi, c'est mon terrain. Donc je pense qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Je suis curieux de voir comment il va se dépatouiller avec Cacré parce qu'ils ont le même style de jeu et la même capacité à organiser l'équipe. Et est-ce que du coup, quand on va avoir Cacré, Le Penant va pas avoir trop tendance à laisser les clés à Maxence Cacré? Peut-être que ça va pas fonctionner avec Maxence Cacré. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que Le Penant Cacré, ça fait doublon. Peut-être que c'est pas fait pour ça, pour fonctionner. On va voir. Comment il va se débrouiller, je sais pas. Faut changer de système avec Cacré Le Penant, ça peut faire du sale. Ben, j'ai quand même l'impression qu'on est parti pour jouer un 4-3-3, hein. Mais est-ce que un Le Penant en 6 peut nous amener un Cacré ici en 8 qui se révèle dans cette position un peu box-to-box? Pourquoi pas? Maintenant, j'ai quand même l'impression que ces deux-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit ils vont s'adorer, soit ça va pas fonctionner. Et ça peut ne pas fonctionner. Tolisso, il va où? Bah, malheureusement, c'est ça la question qu'on va se poser après. Aouar, bah, on va pas le noter parce que malheureusement le pauvre il a fait les frais de l'expulsion de Lopez. C'était un bon début de match pour Aouar, mais c'est difficile de le juger sur 30 minutes. C'était celui qu'il fallait sortir, hein, parce que si tu sors Le Penant, tu perds l'équilibre, et si tu sors Paqueta, tu sors le meilleur joueur de l'équipe. Donc on peut noter Ryu, ouais, on peut noter Ryu, ouais, on va noter Ryu si tu veux. Mais Ryu, bon, je vois pas trop ce que vous voulez dire sur Ryu, hein. Ryu, si vous voulez qu'on repasse sur Ryu, au pied c'est pas bon. Au pied, c'est pas bon. Ryu, il a fait des saucisses. Après, il n'y avait pas grand chose à faire, hein, en vrai. Il fait un bel arrêt, ouais, sur cette espèce de petit lobe un peu chelou. Ryu, bon, on va lui mettre 5 quoi. On va lui mettre 5 Ryu. Mais bon, si tu veux Bicrave à War, c'est con de le sortir. Bah ouais, mais après, t'es à 10 contre 11. Si tu sors pas à War, tu sors qui? Sors Toko. Si tu sors Toko, tu te prives de la profondeur éventuellement sur les contre-attaques. Est-ce que tu le trouves pas mal placé sur sa parade? Non, moi je trouve pas. En fait, à partir du moment où Aouar sort, le but, c'est de replacer Paqueta un peu derrière et d'avoir cette ligne de 3 qui est toujours là. Et ça a bien fonctionné tant que l'OL était en infériorité numérique, d'avoir un 4-2-3, qui est un sacré pari sur Le Penant, par contre, hein, parce que quand même, vous vous rendez compte qu'on va jouer 1 heure à 10 contre 11 et vous faites confiance à Le Penant pour jouer 6 dans un match comme ça. C'est dire si Boss doit l'aimer quand même, hein. C'est dire si Boss doit aimer Le Penant pour lui faire confiance, et d'ailleurs ça lui a donné raison, pour faire confiance à Johan Le Penant, pour tenir la baraque à 10 contre 11 pendant 1 heure. Moi je trouve que c'est une marque de confiance assez folle. C'était plutôt un bon changement. Oui, c'était un bon changement. C'est l'animation de l'équipe à 10 contre 10 qui a été mauvaise, mais à 10 contre 11, elle est pas mal, l'animation. L'OL n'est pas mis en danger sur les 15 minutes de la première période où il est en infériorité numérique. T'as pas le choix, t'as pas de milieu def sinon avec avoir Paqueta. Ah, on est d'accord, on est d'accord. C'est Ajaccio en face, s'il le fait pas à ce moment-là, il le fait jamais cette année. On est d'accord. On est d'accord. Paqueta, c'est pas son match le plus flamboyant, mais je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai trouvé rassurant et surtout je l'ai trouvé très intéressant dans l'activité défensive. Il est souvent allé aider Le Penant, il est souvent allé chercher les ballons très bas. Il a été rassurant défensivement, Paqueta, j'ai trouvé. Effectivement, offensivement, c'est pas le match le plus fou qu'il ait fait. Il n'y a pas eu de moment, alors qu'il y a toujours un moment Paqueta dans un match. Vous voyez ce que je veux dire?
généralement, il y a un moment Paqueta où on fait oh parce qu'il fait une roulette, parce qu'il fait un truc comme ça. Et là, c'était un Paqueta un peu en mode joueur de l'ombre qui a été un fluidifiant plus qu'un un key player, quoi. Et effectivement, il y a quand même un point d'interrogation sur Paqueta qui est physiquement, il a été dans le dur à partir de la 60e minute et c'est là où on a vu l'OL sombrer un petit peu. Donc petit point d'interrogation sur cette capacité à Paqueta à faire 90 minutes, on verra, c'est peut-être tôt un peu dans la saison, peut-être qu'il fatigue de la saison précédente où il a été très 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 enfin, comment dire mis comment on dit, mis à contribution, pardon. Vivement les retours des blessés au milieu. Ouais, je suis quand même curieux de voir ce qui va se passer avec Paqueta. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer à Paqueta parce que c'est des problèmes de riches, mais si Paqueta reste, c'est un peu la merde pour ceux de derrière. Et si Paqueta part, ça ramène des sous quand même. Donc je pense ce sera difficile de remplacer un Paqueta. Maintenant, je pense que ce sera plus facile de remplacer un Paqueta avec un Lacazette qui joue pivot, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense que c'est pas forcément un problème dans ce cas-là si Paqueta pioche physiquement, parce qu'il y a de quoi faire sur le banc. Si c'est pas grave si Paqueta il est cramé à la 70e, si t'as Jeffrey Adelaide sur le banc par exemple. Ajaccio montre de belles choses. Ouais, Ajaccio a montré de belles choses. Après, de belles choses. Ajaccio est une équipe solide. Est-ce que ça suffira? Il y a 4 descentes en Ligue 1 cette année, mais on fera un point Ligue 1 après. Déclat de Chiro en avant-match indique qu'il est plus proche d'un départ. Ça me paraît logique, hein. Ça va être très difficile de garder Paqueta. Maintenant, quand on va faire le point mercato, on va en parler, parce que pour l'instant, l'Olympique Lyonnais, on nous avait prévu 40 millions là, de l'augmentation de capital dans le mercato. À l'heure actuelle, Olympique Lyonnais, avec la future vente d'Oscassa, est dans le positif au niveau de la balance transfert. Il n'y a pas eu de vraie grosse recrue qui a nécessité des dépenses. Le Penant a coûté 5 millions, Lacazette et Tolisso sont arrivés gratuitement, Tagliafico, il a coûté 4 millions. Vous équilibrez ça avec les départs de Dubois et Oscassa. Pour l'instant, le mercato lyonnais, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas flamboyant, donc on aura le temps d'en parler après. Donc Paqueta, match plutôt sérieux, moi je lui mettrais 6 quand même, parce que je trouve qu'il a été intéressant dans l'activité, et que c'est un bon match de Paqueta. C'est pas un très grand match, c'est pas un grand match, c'est pas un très bon match, mais c'est un bon match. Les 40 millions pour l'instant dans le salaire des mecs qu'on va faire partir. Bah ouais, on va vendre Oscassar 6 millions. Non, il doit partir pour 3-4 je crois. 3-4, ça s'équilibre hein, globalement. Tu devrais ouvrir une page Word et faire des sondages sur les buteurs, les relégués, les Européens pour ouvrir en fin de saison. Oh ouais, mais flemme. Flemme, on fera peut-être ça dans la semaine. Là, c'est un débrief Lyon, on fera peut-être ça dans la semaine si vous voulez. Paqueta très sérieux impliqué, donc positivement surpris. Ouais, on a des grosses primes à la signature pour la casette Tolisso. Oh, bon, ouais, voilà. On va en parler du mercato après le répécho. Tété, Tété, c'est un joueur de foot, quoi. C'est un vrai joueur de foot, Tété. Il se passe des choses, quoi, quand il a le ballon. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces deux-là, ça sent le foot. Hein. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est top, ça. Ça, c'est plus, ça, vous voyez Tété, il y a quand même quelque chose. Hein. Il y a quand même quelque chose. Ça fait chier de l'avoir qu'en prêt, vous voyez parce que malheureusement, Tété, s'il est très bon, à un moment donné, il y a des gros clubs qui vont s'intéresser à Tété. Et j'ai peur qu'on ne le garde pas très longtemps. Alors c'est déjà bien, on l'aura eu une saison et 3 mois. Mais malheureusement, ça sent la difficulté pour le garder. Il va falloir le verrouiller très 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 vite. Hein. Mais bon, de façon très cynique, merci Daguerre. Ouais, on va pas dire merci Daguerre quand même, les gars, on va éviter. On peut l'acheter. Je pense qu'il va falloir. Hein. Mais Tété, ça coûte 20 millions et si on peut repousser l'achat, on va le repousser. Voilà. Toko et Kambi, en toute honnêteté, au bout de la 30e minute, j'ai eu des DM sur Twitter de gens qui se foutaient de la gueule de Toko. Et vous savez quoi? J'avais oublié que Toko jouait. J'ai oublié que Toko jouait. Vraiment, je n'ai pas vu une seule seconde l'apport de Toko dans ce match. J'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il a... Alors, il n'a pas été foncièrement nul, mais il a été totalement invisible, quoi. Totalement invisible, Toko. Alors non, pas deux. Arrêtez, deux. Deux, c'est s'il avait raté 15 occasions. Mais en fait, il n'en a même pas forcément eu. Et j'ai un problème avec Toko. J'ai un problème avec Toko qui est qu'il joue pas avec son pote. Il joue pas avec son pote. Et du coup, en plus, il l'aide pas défensivement. Et pour le coup, Toko, il a souffert très très fort de la comparaison avec Barcola, qui a joué qu'un quart d'heure. Mais alors Barcola, il est resté un quart d'heure, il a eu 2 grosses occasions quand même. Donc, après, c'est toujours pareil avec Toko, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le prochain match, il va marquer 2 buts, et vous aurez des gens sur Twitter qui me disent « Oh, non, t'as critique moi Toko et tout ». Mais c'est toujours pareil, il y a un problème collectif, et c'est ce qu'on dit, moi j'ai l'impression de répéter la même chose à chaque fois que Toko, c'est-à-dire que Toko, il marque 10 buts dans la saison, mais en fait, quand il marque pas de but sur un match, il n'y a rien à retenir. Vous voyez, il n'y a rien à retenir.
Rien du tout, rien de positif. Vous voyez, Paqueta, il a pas marqué là, il a pas marqué, il a pas fait de passe décisive. Bah, on en retient un match plutôt positif dans l'absolu. Toko, il a pas marqué, bah, il y a rien en fait. Il y a rien du tout, il n'y a pas eu un moment où on l'a vu combiner correctement, il n'y a pas eu un moment où il a joué avec son copain, il n'a pas été foncièrement nul, il n'a pas perdu autant de ballons qu'il en perd dans ses pires matchs, mais putain, ça va pas quoi. Le problème de Toko, c'est que ça peut arriver d'avoir un match discret où tu trouves pas ta place, qu'on pense par un surinvestissement déficit. Ouais, mais je suis d'accord. Il est perso. Et effectivement, c'est ce que dit Max Lafripouille là. Sans ses 10 buts, on est dans la merde. Et effectivement, va venir un moment donné où on sera content que Toko marque ses 10 buts dans la saison. Donc on peut pas mettre Toko par-dessus bord, on peut pas le balancer par-dessus bord, parce qu'aujourd'hui, Toko, au niveau comptable, et dans ce qu'il apporte offensivement, il est malheureusement indispensable. Mais là, Toko me fait penser fortement à Bertrand Traoré. C'est pas exactement la même chose parce que Bertrand Traoré il jouait avec ses qualités qui sont pas les mêmes que celles de Toko. Toko c'est un attaquant de profondeur, Traoré c'est un attaquant de percussion. Donc Bertrand Traoré en fait s'il faisait pas ça il savait pas jouer au foot, hein. Donc bon, Toko Ekambi est un neuf pas un ailier. Oui c'est vrai que ça c'est vrai dans le fond. Mais après le fait que ce soit un attaquant et pas un ailier ça n'empêche pas de jouer avec son pote quoi. Voilà, donc moi j'ai quand même un problème avec ça. Donc Mudryk, ouais, Mudryk. Alexis Najas pourrait te sortir 12 graphiques pour te montrer que KTE est le meilleur joueur de l'OL. Mais c'est vrai qu'il est intéressant au niveau comptable. Mais à un moment donné, les stats ont aussi de la limite. Et que si on s'en tient aux stats, Clinton NG est un excellent joueur, hein. Ça, c'est l'analyse statistique, elle a quand même ses limites sur certaines choses. Mais c'est vrai que Toko Ekambi est aujourd'hui indispensable à l'OL pour marquer les buts. Et je pense qu'il en marquera des buts. Et il en marquera beaucoup parce qu'avec un Lacazette, c'est plus facile que de marquer des buts avec un Dembélé quand on est ailier. Donc bon, c'est pas Dubois qui a des bonnes stats. Non mais voilà, vous connaissez les stats. Je vous dis pas que les stats c'est de la merde, je vous dis juste que les stats elles sont à mettre dans un contexte. Donc voilà, donc Toko, c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est un peu un mal nécessaire, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a des matchs où il va nous rendre fous, puis il y a des matchs où il va marquer un doublé parce qu'il sait prendre de la profondeur et que parfois il va tomber contre des défenses qui lui laissent plus de liberté. Parce qu'il faut quand même noter qu'Ajaccio ça défend bien, ça défend chiant, ça défend physique, et que c'est difficile pour un joueur comme Toko, qui est quand même basé sur les appels, basé sur la percussion, de s'en sortir face à des bonnes défenses. Mais quand on va tomber contre des équipes qui sont moins solides défensivement, Toko il va probablement s'éclater. Donc là, c'est pas un bon match, on va mettre 4, hein, parce que c'est pas non plus un match cataclysmique. Mais voilà, je suis pas hyper inquiet sur la capacité de Toko Ekambi à aller marquer les 10 buts qu'il va marquer dans la saison. Est-ce que ça veut dire que j'adore Toko? Est-ce que ça veut dire que je préférerais pas quelqu'un d'autre à la place de Toko? Absolument pas. Mais pareil, c'est un peu comme avec Lopez, vous voyez? C'est la même analyse qu'avec Lopez. C'est-à-dire, est-ce que Toko Ekambi est un joueur de niveau Ligue des Champions? Non. Est-ce que Toko Ekambi est le joueur dont on rêve tous quand on voit l'Olympique Lyonnais jouer? Non. Maintenant, est-ce que vous pouvez remplacer Toko Ekambi par un mec qui va pas coûter 50 millions et qui va avoir une vraie plus-value par rapport à lui? Non, on peut pas non plus. Voilà. Et vous allez me sortir des noms, Football Manager. Si, on peut avoir Cody Gakpo, on peut avoir Carlos Fierro et Maxime Sigalko. Arrêtez un peu, quoi. Voilà, donc bon. C'est possible de mettre Lacazette sur le côté, Toko 9. Bah si t'es un terroriste, oui tu peux, ouais. Si tu détestes le football, je pense que tu peux faire ça, ouais. Non, Lacazette sur une aile, il faut supprimer ce message, monsieur. Voilà. Non, le vrai défi pour Toko, ça va être... attendez, j'enlève juste ça. Le vrai défi pour Toko, ça va être le souffle de Barcola sur la nuque. On en parlera après. Lacazette. Ah, quel plaisir. Quel plaisir, Lacazette. Et je peux vous dire que j'étais à 2 grammes, mais quand il y a eu penalty, j'ai mis le son à fond dans le Biergarten, hein. Parce que putain, le son du stade, là, quand il prend le penalty, ah, les émotions quand même. Voilà, Lacazette, retour au Groupama Stadium, un but, une passe D, parfait. Il descend vachement bas parfois. J'ai peur que Lacazette marque peut-être pas assez de buts par rapport à ce qu'on peut attendre d'un neuf, mais qu'est-ce qui fait du bien dans le jeu, quoi. Qu'est-ce qui fait du bien dans le jeu? Cette capacité qu'il a à décrocher, puis à se remettre dans le sens du jeu et à lancer les bons joueurs derrière. Oh, quand même, Lacazette, quoi. Il est encore là. Il sait utiliser ses pieds, il voit le jeu. Lacazette, il est dans ce style. Vous savez, ce style qu'il avait. Moi, j'adorais ce Lacazette-là. Notamment, vous vous souvenez du match contre la Roma où il jouait presque dans un rôle de 9,5 voire 10. Il est fait pour ça, moi, je pense. Je serais presque curieux de voir Lacazette avec un attaquant de pointe devant lui. Ce qui est quelque chose qu'il n'a pas souvent fait, à part quand on jouait en losange avec NJ et Fekir derrière. Mais voilà, Lacazette, il y a l'aura, quoi. Il y a le patron, il y a la fluidité, c'est le, comment dire, c'est de l'huile. Voilà, c'est de l'huile. Il y a tout qui roule mieux avec lui. Lacazette, il y a tout qui roule mieux. Ils n'ont pas peur de s'appuyer sur lui, parce que vous voyez, j'ai l'impression que quand c'était Dembélé, les mecs avaient peur de s'appuyer sur Dembélé.
Et là, vous lancez à la casette, le ballon revient. Vous lancez à la casette, vous avez intérêt à faire un appel pour aller chercher la balle, parce que vous savez qu'elle va pas être perdue. Est-ce qu'on se branle sur Alex? Non, son numéro de maillot, c'est WD40, c'est exactement ça. Exactement ça. Alexandre Lacazette, c'est du WD40. C'est-à-dire vous avez un collectif qui grince, vous mettez Lacazette dedans et tout roule mieux. Alors oui, au niveau comptable, moi je suis pas sûr que Lacazette mette 25 buts cette année. Hein. Je suis même pas sûr qu'il en mette 20. Mais je serais pas surpris que Lacazette finisse avec 10 buts, 10 passes D, et vous savez quoi? Je les prends. On en parle de sa voix. Oui, bah il a chopé la crève, c'est rien ça. Donc ouais, Lacazette, je vais mettre 7,5. Mais quel impact quand même. Quel impact. Lacazette monte dans ma voiture pour le contrôle technique. Ouais, c'est ça. Alexandre Lacazette, vous avez une Peugeot 308 qui siffle, avec les courroies de transmission un peu pourries et l'embrayage qui grince. Mettez Lacazette dedans, c'est bon, tout est neuf, quoi. Donc voilà. Penses-tu du FC Metz? Je m'en bats les couilles du FC Metz. Comme je m'en bats les couilles de quasiment tous les autres clubs. Je m'en fous. C'est la crève ou les ballons? Ah, ben ça, on sait pas. On sait pas, les gars. Cramé à la 65e. Oh non, il était pas cramé, arrêtez. Lacazette, il a joué 95 minutes quand même. Hein. Il manque de rythme. Oui, il manque un peu de rythme, mais c'est normal, ça va venir. Moi, je suis plutôt rassuré, je vais vous dire. Je suis rassuré sur l'implication, je suis rassuré sur l'aura, et je suis rassuré sur la capacité qu'il a à faire monter cette équipe en gamme. Et là-dessus, ça me rassure. Non, le sujet des ballons, en fait, on sait pas. Vous voyez? C'est un peu comme le dopage dans le cyclisme, vous voyez? Il y a plein de rumeurs, il y a plein de trucs, mais on ne sait pas. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à partir du moment où on ne sait pas? Vous pouvez pas dire, ah, Lacazette, il prend des ballons, donc il n'arrive pas à finir les matchs. On ne sait pas. Voilà, donc on ne sait pas. On sait, il y a des vidéos quand même. Elles datent de quand, les vidéos, les gars? On ne sait pas. Donc oui, c'est un sujet tabou, c'est vrai. C'est vrai, c'est un sujet tabou. On sait qu'il y a des trucs Arsenal et compagnie. Maintenant, ça se trouve, il a arrêté les ballons, on n'en sait rien. Hein. Voilà. Mais bon. Voilà pour le 11 de départ. Qui on a eu comme rentrée Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Barcola, Tolisso, Ryu et Cherki. On va pas les noter hein, ici. Juste, on va en parler rapidement. J'ai trouvé la rentrée de Tolisso intéressante parce que j'étais inquiet sur la capacité de Tolisso à tenir physiquement. Mais il est costaud, le Coco, hein, quand même. Hein. Quand il rentre, physiquement, il est là. Hein. Donc je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Je ne sais pas si ça tiendra toute la saison, si son corps va pas le lâcher à un moment donné. Mais sur une rentrée comme ça en fin de match, pour 15-20 minutes, il fait quand même beaucoup de bien. Hein. Il fait beaucoup de bien, Tolisso. Mais bon. Sur Barcola, c'est un vrai sujet, Barcola. C'est un vrai sujet et je veux qu'on en parle en même temps qu'on va parler de Cherki. Parce que Cherki, il s'est fait un peu tomber dessus alors qu'il a joué 5 minutes. Donc c'est vrai, c'est un peu injuste de juger Cherki et de lui tabasser la gueule pour 4 ou 5 minutes. Maintenant, c'est pas la première fois que Ryan Cherki rentre dans un match et qu'il fait le con. Parce que c'est ça, à un moment donné, il fait le con. À un moment donné, on est dans cette zone-là, là, je crois. Et il est là, et il fait sa roulette de merde, là. Et il y a une contre-attaque derrière pour Ajaccio. Et ça, cette roulette de merde, là, elle peut coûter le 2-2, hein. Donc c'est pas parce qu'elle coûte pas le 2-2 que c'est pas grave. Et en fait, il s'est fait pourrir, je sais pas si vous avez vu sur cette action-là, il se fait massacrer la gueule par Thiago Mendes parce qu'il fait une roulette de Kekos à 2-1 dans une zone où ça sert à rien, où il est entouré de 3 joueurs. Bah c'est impardonnable en fait. C'est impardonnable. Et je suis désolé, mais Ryan Cherki, si il part, imaginons il part, je sais pas, il part dans un gros club parce qu'il a un gros potentiel. Imaginons, je sais pas, il part à Dortmund, il part à Arsenal. Il rentre en jeu à la 89e à 2-1, à 10 contre 11, et il fait ça, il se fait bousiller la gueule. Hein. Il se fait pourrir la gueule. Et je pense quand même que Ryan Cherki n'estime pas assez à quel point il est chouchouté à Lyon par les supporters, qui en attendent beaucoup et qui l'aiment. Et moi, le premier, j'adore Ryan Cherki. Je trouve que c'est un super joueur. Et ce qu'il a montré quand il était en jeune et sur certains matchs à Lyon me fait me dire que ce serait un gâchis terrible qu'il ne réussisse pas à percer à Lyon. Mais il y a des entrées en jeu où j'ai envie de me défenestrer, quoi. Donc voilà, donc je sais qu'il y a cette espèce de cercle vicieux que certains supporters ont tendance à dire, et j'en fais partie aussi, c'est-à-dire de dire « Ah mais oui, mais quand il rentre, il veut impressionner tout le monde, ce serait mieux s'il était titulaire. » Mais il n'a pas encore montré de quoi être titulaire, Ryan Cherki. Qui il saute dans le 11 là? Vous allez me dire Toko, mais en fait non, c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand vous mettez Barcola, vous avez une assurance. Barcola, vous le faites rentrer, il a une très grosse occasion qui peut être le but du 3-1. Il fait des efforts défensifs, vraiment, il y a un tac de Barcola qui est magnifique dans cette zone-là. Là. Il est là, je crois qu'il récupère un ballon. Il y a un autre tac de Barcola ici, il tacle glissé, où Cherki justement va percer, et il oublie Tété sur le côté et il tire. Alors ça peut faire but, hein.
Mais il y a encore une impression d'individualisme. Donc voilà. Je pense que depuis que Wenger est parti, Arsenal se cherche mais se retrouve pas. El Tabasseur, va falloir faire un effort quand même, parce que tout ce que tu racontes n'a pas beaucoup de pertinence par rapport au débrief là. Donc voilà, je pense qu'effectivement, Cherki montrerait peut-être plus d'humilité s'il jouait plus que ça, mais c'est pas une excuse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a 5 minutes à jouer, on doit tenir un score, t'as pas le droit de faire une roulette de débile comme ça, quoi. Donc effectivement, on va le juger là-dessus et on va avoir une impression négative. Mais c'est dans ses mains à Cherki, hein. C'est dans ses mains. C'est à lui de faire les efforts, c'est à lui de montrer qu'il mérite plus que 5 minutes en fin de match. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Barcola qui rentre à la place de Toko. Pourquoi c'est Barcola qui rentre à la place de Toko? Barcola, il n'est pas meilleur que Cherki intrinsèquement, hein. Attention, hein. Sur le talent pur, Cherki est un monde au-dessus de Barcola. Pourquoi c'est Barcola qui rentre? Parce que quand vous faites rentrer Barcola à la place de Toko, vous savez que Barcola, c'est une valeur sûre, qui ne va pas vous flinguer un match. Vous savez qu'il va faire les efforts défensifs, vous savez qu'il va apporter quelque chose offensivement. Donc aujourd'hui, Barcola, il est devant Cherki, alors c'est pas du tout le même style de joueur. Pourquoi il est devant Cherki, Barcola? C'est anormal dans l'absolu. Cherki devrait être largement devant Barcola, en talent pur. Bah aujourd'hui, Barcola, il apporte plus. Voilà, pourquoi? Bah parce qu'il ferme sa gueule, parce qu'il est sobre dans ses prises de balles, parce qu'il apporte quelque chose au collectif. Et aujourd'hui, Cherki, quand il rentre, il apporte pas forcément quelque chose au collectif. Il pense à se montrer, à se mettre en valeur, ce qui est bien, ce qui est une mentalité intéressante, mais c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. T'as l'impression qu'il rentre et qu'il sait même pas quel est le score. Et ça, c'est pas bien, ça. Et ça, c'est pas bien. Et je pense pas que c'est comme ça qu'il réussira à avoir les faveurs de Peter Bosz. Et c'est chiant. C'est chiant parce qu'effectivement, ça commence à sentir un peu le gâchis. Voilà, ça commence à sentir le gâchis, ça commence à sentir l'histoire qui sent le pâté. Et moi, ça m'emmerde parce que c'est triste. Cherki, il a un potentiel monstrueux, c'est un super joueur. Rappelez-vous de son match en Coupe de France contre Nantes. Et on veut voir ça. Et on voit pas ça. On voit pas ça. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il se remette en question. Là, je vois que sur la prolongation, ça tarde un peu. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est Cherki, s'il s'en va, est-ce que c'est une si grande perte pour l'OL? Alors peut-être que ce sera clippé et que vous me ressortirez quand il sera titulaire à Barcelone dans 3 ans. Mais aujourd'hui, par rapport à ce 11 de départ et par rapport aux joueurs qui sont sur le banc, est-ce que Cherki est un premier choix? Alors déjà, il est très très loin de la place de titulaire, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas montré quoi que ce soit qui puisse le permettre d'être titulaire. Mais même en étant remplaçant, moi aujourd'hui, je pense que Barcola a plus d'apport en entrée de banc que Cherki. Donc c'est logique, la situation de Cherki sportivement à Lyon est logique. Ce n'est pas une injustice. Et ça me fait chier parce que ça ne devrait pas être le cas. Cherki, il devrait déjà être dans la rotation, il devrait être pas loin d'une place de titulaire, et il devrait, quand il rentre, montrer qu'il est à ce niveau-là. Donc à un moment donné, je suis désolé, mais il peut whiner autant qu'il veut sur sa prolongation, il peut réclamer 300 000 euros, et bah tant pis, il ira les chercher ailleurs. Mais s'il va les chercher ailleurs, il va falloir qu'il reparte de zéro, parce qu'il n'aura pas le crédit qu'il a à Lyon par rapport à ses années en jeune. Et s'il fait des rentrées comme ça, bon courage à lui. Il y a un monde où Cherki s'en va et il explose ailleurs, et on aura des révisionnistes pour nous dire que ah c'est trop dommage et compagnie, mais ce sera malheureusement mieux pour tout le monde, quoi. Donc voilà, donc je pense que malheureusement, Cherki, on prend la direction d'une histoire qui sent l'eau de boudin, et ça va faire chier tout le monde. Parce que je pense que il va percer, que ce sera peut-être ailleurs, mais que c'est pas avec cette mentalité-là et c'est pas avec ces rentrées en jeu-là qu'il réussira à percer à Lyon. Donc bon, voilà. En vrai, il faudrait le prêter, Cherki. La bonne solution, ce serait de le prêter 1 an dans un club légèrement inférieur, mais il voudra pas, Cherki. Il voudra pas. Il voudra pas aller dans un club de milieu de tableau de Ligue 1 parce qu'il a des étoiles dans les yeux et que voilà. Mais en vrai, vous mettez une saison Cherki dans un club comme, je sais pas, il y a quoi comme club de milieu? Je sais pas, Montpellier. C'est un club comme ça, quoi. Mais ça marchera pas. Et Nantes, ouais, voilà, mettez-le à Nantes. Voilà. Vous avez Ludovic Blas qui s'en va, vous mettez Cherki à la place. Et regardez ce qui se passe. Mais il voudra pas. Il voudra pas. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne 300 000 euros par mois et une assurance d'être dans la rotation alors qu'il ne le mérite pas foncièrement? Ou est-ce qu'on le laisse partir et on prend le risque du gâchis? Je sais pas. Je sais pas. Donc c'est une impasse. Moi, j'aimerais qu'il prolonge. J'aimerais qu'il prolonge et j'aimerais qu'il fasse son trou à Lyon, parce que j'adore Cherki, mais j'ai peur que ça fonctionne pas, quoi. Et aujourd'hui, Cherki, si vous voulez le mettre dans l'axe, il sera derrière Aouar, il sera derrière Paqueta, il sera derrière Fèvre, il sera derrière Jeffrey Nedelaïd, il sera peut-être même derrière Mohamed Al-Rouch s'il continue comme ça. Il demande vraiment 300K. Non, mais je pense qu'il demande 250, ouais. En tout cas, il demande une revalorisation salariale. Donc bon, voilà. En tout cas, la situation actuelle, visiblement de ce qu'on explique, c'est que Cherki, soit il prolonge avant la fin du mercato, soit il est vendu.
Mais s'il est vendu, il va être vendu à qui? Parce qu'il va pas nous faire une Aouar. Parce que qui va vouloir de Cherki actuellement? Probablement plein de clubs, mais est-ce que ce sera des clubs que lui veut? On va voir. Florent Sanchez devient quoi? Florent Sanchez, il va être prêté, logiquement, parce qu'il n'aura pas sa place dans cet effectif-là. Il a fait une très très bonne saison à Villefranche l'an dernier. Je pense que Florent Sanchez, il ira soit en bas de tableau de Ligue 1, soit à l'étranger, façon Belgique ou un truc comme ça, on verra. Titulaire après la vente de Aouar et Paqueta. Bah non, ce sera Fèvre, ce sera Jeffrey Nadjaïd. Donc bon. J'étais à son récital contre Nantes, personne m'a jamais impressionné à part Messi. Ah non, mais personne ne contredira le fait que Cherki est capable de très grandes choses. Le problème, c'est qu'avant d'être capable de très grandes choses, il faut quand même être capable de choses pas mal. Et que aujourd'hui, c'est Barcola qui est capable de ces choses pas mal là. Enfin bref. Voilà le constat sur Cherki. Au niveau du reste du mercato, on a fait les entrants. Barcola, ça sent bon quand même. Hein. Il y a quelque chose chez Barcola. Vous savez à qui il me fait penser, moi, Barcola? Il me fait un peu penser au Lacazette Early Days, parce que déjà, il y a les tresses, mais surtout dans cette capacité à prouver sur l'aile qu'il peut être une vraie solution dans l'axe. Et je pense que si Dembélé s'en va, la solution en doublure de Lacazette, c'est peut-être Barcola. C'est peut-être Barcola. Parce qu'il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose chez Barcola, il y a cette prise de balle qui est intéressante, il y a cette vivacité avec les cheveux qui bougent de tous les côtés là. Ouais, Loïc Rémy aussi, ouais. Loïc Rémy un peu. Et ce style-là de joueur, vous voyez, les joueurs avec du chien dans les pieds, vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, il y a quelque chose. Et je pense, c'est pas celui qu'on attendait forcément, Barcola. Hein. On savait qu'il était bon chez les jeunes, hein, je vous dis pas le contraire. Mais je le voyais pas devenir une vraie solution aussi vite. Donc, et surtout, c'est un charbonneur. Hein. C'est un charbonneur, Barcola. Il fait les efforts, il est là où il faut, il mouille le maillot. Hein, expression chère aux fossoyeurs du foot, mais c'est vrai. C'est vrai, on le trouve dans toutes les zones. Là où, par exemple, Cherki pêche un peu parfois. Donc, mettez-lui un peu de finition. Effectivement, il y a du Govou en lui. Mais j'ai confiance. Et peut-être, moi, voilà, mon pari, s'il y avait 3 takes à prendre, vous savez, c'est un peu comme ce jeu-là, si vous prenez 3 opinions, vous avez une opinion qui a 90% de chances de se produire, une opinion 50% et une opinion 10%. Bah, dans mes 50%, moi je mettrais que Barcola saute Toko dans le 11 de départ d'ici la fin de l'année. Et je pense qu'il a les armes pour en tout cas. Et avec Tagliatelle, ça l'a fait sur 15-20 minutes. Ouais, c'est ça qui était intéressant aussi. C'est ça qui était intéressant parce que quand vous avez Barcola qui est là, Barcola, c'est un joueur qui a un style de jeu différent. Il va occuper cette zone-là, et ça va permettre à Tagliafico d'aller stagner un peu dans cette zone-là, où il aime bien, vous voyez, il se met là, Tagliafico, il part pas forcément là, mais il reste dans cette zone-là, où du coup, il offre pas mal de solutions. Alors là, il n'y avait plus Aouar, mais il offre pas mal de solutions au milieu ici, soit pour aller par là, soit pour reprendre dans l'axe. Et Barcola, lui, a l'espace ici, à cette largeur-là. Donc moi, je trouve ça intéressant dans le collectif d'avoir un Barcola qui va plus manger la ligne que Toko, qui lui va tout le temps demander le ballon, presque en avant-centre. Hein. On a souvent vu Toko aller dans cette zone-là, pendant que Lacazette dézonnait un peu par là, un peu par là. Donc il y a quelque chose à faire collectivement autour de Barcola, je pense. Jamais Toko saute, c'est un actif financier du club. J'en serais pas si convaincu que ça. Charlie, t'as vu comment les Niçois tirent sur Barre? Apparemment, c'est inflammé un tout peu trop. Non, c'est pas enflammé. On n'a pas dit que Barre était un futur grand, on a dit que Barre était une option viable à côté gauche. Et je suis désolé, mais quand je vois la saison de Barre et la saison d'Emerson, je vous dis pas que Barre a fait une saison monumentale à Nice, mais par contre que c'était mieux qu'Emerson. Voilà, ils veulent s'en débarrasser, bah écoutez, ils ont payé 3 millions, voilà. Après, j'ai l'impression qu'il a un potentiel limité. Mais vous savez, les gars, les impressions de potentiel limité, parfois c'est trompeur. Hein. Tolisso, quand il est rentré dans le 11 de départ à Lyon, c'était pas celui qu'on annonçait comme un crack. Même Lacazette. Hein. Lacazette, c'était pas le joueur qu'on attendait à Lyon pour devenir le cador qu'il est devenu après. Donc attention à cette espèce d'impression de « Ah, mais parce qu'il n'a pas de supériorité folle en termes de finition et de technique », c'est des choses qui se travaillent, et ça peut être une surprise un peu. Hein. Les éclosions de Tolisso, de Lacazette et de Lukeba, et même de Gusto sont des surprises. C'est-à-dire c'est des joueurs qu'on pensait bons, mais pas qu'on pensait devenir des références à leur poste. Donc Lacazette, Toko titule la Coupe du Monde aussi. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Gusto, on s'y attendait quand même. Pas forcément à ce poste-là. Lukeba, c'est un exemple. Lukeba, on savait que c'était fort, mais personne
aurait pu dire Lukeba titulaire à Lyon en 2022. Ça, c'était impossible à savoir, ça. Donc attention avec cette espèce d'impression de juger sur le potentiel, parce que moi, j'ai tendance quand même à préférer un mec avec un potentiel limité, mais qui se donne et qui joue dans le bon sens, que des mecs avec un gros potentiel, mais un poil dans la main. Et aujourd'hui, vous avez le choix entre un Cherki et un Barcola. Sur le terrain, collectivement, bah, je pense que malheureusement, vous prenez un Barcola parce que c'est plus fiable. Voilà. Donc voilà. Cherki et Da Silva, c'était les trois cracks de la gênée. Ouais, oui, bon, c'est vrai que Gusto, on l'attendait haut, ouais, c'est vrai. Mais voilà, et c'est triste pour Cherki. C'est vraiment, c'est pas un manque de respect, mais c'est triste pour Cherki de dire aujourd'hui Barcola est mieux que lui dans l'effectif. Parce qu'il y a un monde en termes de potentiel entre les deux. Et c'est pas faire des honneurs à Barcola que de dire ça. Mais juste, c'est dire à quel point Cherki n'a pas réussi à faire cette place-là, qu'a réussi à se faire Barcola. Parce que Barcola, quand il rentre 10 minutes, bah, on en garde une impression positive. Ou neutre. Alors que Cherki, quand il rentre 5 minutes, on a envie de crier. Ouais. Wesh, ça suffit. Ils sont en train de se battre derrière. Et Hugo Vogel. Il est parti, Vogel. Hein. Il est parti, Hugo Vogel. Allez, ça suffit là derrière. Hugo Vogel, il est parti là. Hein. Il est plus là. Hein. Il me semble qu'il a été. Il a résilié ou il a signé ailleurs. Je sais plus. Je crois qu'il est en Suisse, non? Ouais, il est en Suisse. T'as aucune remise en question de Cherki. Bah, Cherki, ça parle beaucoup dans la presse quand même. Hein, pour un mec qui. C'est donc. Ça m'emmerde, moi. Ouais, Hugo Vogel est parti. C'était pas le crack de l'année, hein, mais c'était un bon joueur, Hugo Vogel. Voilà, donc on va voir, hein, peut-être qu'il fera sa carrière à balle. Je suis pas certain que c'était le meilleur choix pour lui, mais bon, il y avait une place à aller chercher hein, pour Hugo Vogel. Il était arrière gauche à la base, hein, il avait joué arrière droit à Copenhague contre Brøndby, mais à la base, Hugo Vogel, il est arrière gauche. C'est parti pour le 3000 mètres steeple du chat, là. Arrête. Voilà. Cherki. Oui, c'est vrai, Gomet. C'est vrai. Mais malheureusement, il fait rien pour donner tort, quoi. Donc bon. Barcola, quand il rentre, il donne forte envie de pousser pour l'équipe. Cherki veut se montrer. C'est vrai. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai, malheureusement. Donc bon, voilà pour le constat global de cette rencontre. Au niveau du mercato, du coup, pour parler de mercato un petit peu, il y a les sujets Da Silva et Boateng. Da Silva, il y a des rumeurs. Apparemment, il a été sondé par Clermont, où il a déjà joué. Et il a dit non, il ne veut pas aller à Clermont. Il y aurait l'AEK Athènes. Le arrête au chat, on aurait dit à mon gamin. Non, mais il est chiant, là. Il est super chiant. Non, mais heureusement que vous voyez pas ce qui se passe derrière. Hein. Mais je pense que je vais vous le désactiver après. Vous savez que les chats, quand ça se met à courir partout, ça fait des bruits genre. C'est des malades mentaux. Hein. Qui est le deuxième arrière droit? Je pense que c'est Lomami. Il y a quand même un point d'interrogation sur Diomandé. Je ne sais pas où on en est avec Diomandé. Je sais pas où on en est. Je sais pas quelle est la place de Diomandé dans cette équipe. Diomandé qui était quand même en passe de, à un moment donné, passer titulaire. Qui a joué arrière droit aussi. Est-ce que c'est pas Diomandé l'arrière droit remplaçant? Je sais pas. Il y a un point d'interrogation sur Diomandé. Je comprends pas trop la gestion de Diomandé, même s'il a eu une longue blessure. Il se surestime Da Silva. Bah, surtout que Da Silva, il est plus très jeune, quoi. Donc je pense que on peut tirer une croix sur Da Silva, qui devrait partir. Voilà. Je vais vous laisser voir ce qui se passe derrière moi, parce que sinon, que vous compreniez pourquoi je pète un plomb. Voilà. J'ai un abruti là qui est là. Vous voyez, il est tout énervé. Et il se met à courir partout depuis une demi-heure. Bon, bref. Je pense qu'on peut tirer une croix sur Da Silva, on peut tirer une croix sur Boateng, qui a vraiment pas l'air d'avoir envie d'être là. Diomandé me semble au-dessus de ces mecs-là et avoir une vraie carte à jouer dans la rotation. Mais où il est où? Je sais pas où il est. Tu vois qui en panic buy le 31? On en parle après. Mais voilà, donc pour l'instant, on a quoi? On a Lukeba, on a Mendes, on a Diomandé. Et derrière, il va falloir quand même quelqu'un, quoi. Donc je pense que quand même le chantier principal de cette deuxième partie de Mercato, ce sera le défenseur central, pour pouvoir avoir une option si jamais il y a une blessure, parce qu'aujourd'hui vous avez une blessure de Lukeba ou Mendes, ce qui va forcément arriver à un moment donné. Hein, qui vous mettez? À se retrouver avec qui? Boateng, ressorti des enfers, Da Silva, donc il y a un trou. Il y a un trou. Voilà, on est à poil complet. Donc je sais pas, aujourd'hui je pense que Boateng, il faut vite, vite, vite s'en débarrasser. Ou alors il faut vite, vite, vite qu'ils reviennent dans une bonne mentalité et un niveau tolérable, parce qu'aujourd'hui, si vous avez une blessure à l'arrière, c'est la catastrophe à hein. Donc voilà. Donc il va falloir, je pense, quand même mettre un peu de viande dans cette hiérarchie à l'arrière. D'essai latéral droit. Il va falloir une doublure à Gusto, quand même. Je sais pas ce qu'on va trouver en doublure à Gusto, parce que c'est sous-entendu un mec qui va cirer le banc pendant quasiment toute l'année.
Mais il va falloir une doublure. Sarr en 4ème DC, est-ce que ça fait le taf pour la ligne? Non, je pense pas. Tolisso peut jouer DC. Non, mais ça, faut pas commencer le bricolage quand même. Hein. Tolisso, il a joué arrière droit aussi. Hein. Donc, non, Sarr, c'est beaucoup trop tôt. Donc, il va falloir. Mais le problème, c'est que je pense pas que l'OL puisse mettre de l'argent sur un DC sans s'être débarrassé de Boateng et Da Silva avant. Donc, c'est toujours pareil. Même si financièrement, l'OL pourrait se le permettre, l'OL n'a pas envie de se retrouver avec 6 défenseurs centraux sous contrat, quoi. Donc voilà, priorité défenseur central. Je pense qu'il y a aussi une priorité ailier gauche quand même. Mais la priorité ailier gauche, si vous me prenez un ailier gauche, vous bloquez Barcola. Donc je suis pas si d'accord que ça. Pour moi, la prio, c'est d'essayer de faire en sorte que Toko joue différemment. Mais bon, Djikou, Djikou, c'est pareil, la plus-value est pas folle, quoi. Est-ce que Djikou veut venir pour cirer le banc? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que dans l'esprit de Peter Bosz, vous avez Mendes et Lukeba en titulaire, et que si vous prenez un 3ème DC, c'est pour enrober tout ça. C'est pas pour sauter un des deux. Le numéro 6, pour moi, le numéro 6, c'est pas un sujet. Pour moi, c'est pas un sujet. Mapou est libre. Oui, Marcelo aussi, il est libre. Bamba Dieng, par pitié. Franchement, pourquoi pas. Hein. Mais c'est un 9. C'est pas un ailier, Bamba Dieng. Si je dis pas de bêtises. Mais en fait, c'est même pas forcément faire la saison avec Mendes. C'est qu'il te faut un 3ème défenseur fiable. Je dis pas que Mendes est fiable, hein, mais il te faut un 3ème mec pour tourner, de toute façon. Toko, s'il part maintenant, qui est la doubleur de Barco? Bah personne, mais Toko il est pas parti. C'est Cherki, en l'occurrence. Donc Marcelo a signé en Australie. Oui, c'est vrai, pardon, j'ai eu. Il a signé en Australie. Donc on va voir. On va voir. Moi, je pars du principe que si tu prends un défenseur central, t'as Mendes qui peut jouer 6. T'as pas besoin d'apprendre un 2ème 6. Thomas Lemar, ouais, Thomas Lemar, mais c'est pas vraiment type de joueur qu'il faut. Dani Alves peut jouer DC. Donc voilà, donc je pense quand même que le sujet principal du mercato, c'est ce défenseur central. Puis ensuite une doublure à Gusto. Parce qu'effectivement, en fait, c'est cette truc, c'est que le 11 de départ qu'on a là, le 11 de départ qu'on a là, il tient la route. Il tient la route. En Ligue 1, il tient parfaitement la route. Le problème, c'est que si vous avez Mendes qui tombe, vous avez point d'interrogation. Si vous avez Gusto qui tombe, vous avez un point d'interrogation. Et merci Poubelle TV pour l'abonnement. Et si vous avez Le Penant qui tombe, vous avez un point d'interrogation aussi. Donc à un moment donné, là, ce serait pas Tolisso, mais Tolisso en 6, ouais, nous rompicham, quoi. Donc en fait, vous avez quand même un problème de profondeur d'effectif. Ou alors on prend un 6 capable de jouer défenseur central. Ouais. Ouais. À voir. Le Penant, t'as Tolisso en 6. Tolisso, il ne veut pas jouer 6. Je suis pas convaincu de Tolisso en 6. Maintenant, le problème, c'est que si tu prends un 6, en fait, t'as encore plus l'embouteillage au milieu. Parce que quand même, au milieu, vous avez des milliards de joueurs, quoi. Ouais, milliards de joueurs. Donc, je pense pas que ce soit une priorité, le 6. La priorité, elle est là. Elle est ici. En 1, c'est ici. En 2, c'est là. Et en 3, éventuellement, c'est là. Mais là, pour moi, c'est en 4. Les priorités, elles sont là. Pardon, vous n'avez pas le bon écran. Vous avez la priorité numéro 1, elle est là. La priorité numéro 2, elle est là. La priorité numéro 3, pour moi, elle est là. Et la priorité numéro 4, elle est... Et en vrai, la vraie priorité numéro, je sais pas combien, elle est là, hein, quand même. Elle est de savoir si tu gardes Paqueta ou pas. Ouais. Denayer, il n'y a toujours rien. Mais Denayer, c'est de l'ego, les gars. Denayer, il ne reviendra pas. Donc voilà. Cacré en 6, c'est l'insane. C'est pas son poste, hein. Cacré est un 8. Cacré est un 8. Si, il y a la scène, là, c'est bon. C'est bon. Et remplacer Lopez, c'est pas du tout une priorité. C'est pas du tout la priorité de remplacer Lopez. Lopez, la logique veut que ce soit Patouillet qui le remplace. Un peu à l'image de quand on a remplacé... merde, c'était qui? Quand Lopez a pris la suite de Loris. Il y a eu une année Vercoutre entre les deux. Bah là, il manque 1 ou 2 années. Peut-être 2 années à Patouillet. Donc Lopez, je pense qu'il faut vous enlever ça de l'esprit. Lopez, il va faire 2023-2024 et ensuite il laissera la place à Patouillet. Donc en plus, il a prolongé Lopez. Donc oubliez le départ de Lopez. Oubliez. Lopez, il sera remplacé par Patouillet ou par Bonnevie dans 2 ans ou 3 ans. Oubliez. Donc voilà. Donc je pense qu'on en est à peu près là sur le mercato. C'est un vrai sujet parce qu'on est censé avoir de l'argent. Les vrais sujets, c'est voilà, on va mettre en rouge, tiens, maintenant qu'on a foutu le bordel là-dedans. Au niveau des départs, les vrais sujets, non, on va mettre en rouge, on a déjà mis en rouge. On va mettre en rose. Le sujet, c'est Paqueta, est-ce qu'il s'en va? Aouar, il s'en va où?
On a Dembélé aussi, dont on n'a pas parlé, mais Dembélé c'est un vrai sujet. Parce que Dembélé c'est 2023. Voilà. Ça c'est un vrai sujet. Derrière, on a le sujet ici. Donc voilà. Vous avez quand même ces trois joueurs-là. Dembélé qui est le super sub. Aouar et Paqueta qui sont titulaires actuellement. S'ils s'en vont, ils ont des remplaçants, mais c'est le bordel. Et Tino, ouais, mais Tino, je le compte même pas, Tino. Kadewere, je le compte pas. Kadewere, il partira de toute façon. Je vois pas comment Kadewere reste. De ce qui était sorti dans la presse, Kadewere, il a des offres de prêt, mais l'OL veut pas le prêter. L'OL veut le vendre. Donc je pense que l'OL va faire traîner jusqu'à la fin du mercato pour vendre Kadewere. Si jamais ils n'arrivent pas à le vendre, ils le prêteront. Mais je vois pas un monde où Kadewere reste à Lyon. Je vois pas l'intérêt. C'est foutu pour lui. C'est compliqué. Donc je vois pas. On est mort, trop de problèmes, on aura. Après, vous savez, on est dans une saison reconstruction là. Si on fait quatrième, faudra être content, hein. Après, très honnêtement, avec cet effectif-là, tu dois être troisième. Franchement, tu dois être troisième. Vous avez vu la concurrence quand même. L'OM, ça se paluche parce qu'ils ont fait un bon match, mais la prépa était catastrophique. Bon, le PSG, on va pas en parler, hein. Voilà, PSG, au secours. Mais venez, si vous voulez, on fait un point Ligue 1, hein. On peut faire un point Ligue 1 dans sa globalité. Hop, je vais vous mettre le classement. Alors, hop, tac, Chrome. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. France Ligue 1, voilà. Merci pour le raid, Antistar. Merci beaucoup. Hop, non, je fais de la merde, putain. Hop, Chrome. Je vous mets le classement en gros, là. Voilà, bon, le classement. Monaco, ça va s'épuiser. N'oubliez pas quand même qu'on joue rien cette année, hein. N'oubliez pas que cette année, il n'y a que la Ligue des, il y a que la Ligue 1. C'est un point positif, hein. Rappelez-vous Rudy Garcia quand même. Ça jouait pas à l'Europe et on était bien tranquille. Bon, regardez la concurrence. PSG. PSG. Ça va être une boucherie cette année. Je pense que ça va être une boucherie. Donc on va pas en parler. Derrière, les concurrents pour la troisième place, parce qu'on va quand même imaginer que Lyon vise la troisième place. Et évidemment, j'ai fait n'importe quoi avec mon classement. Voilà. On va imaginer que Lyon vise la troisième place. C'est qui les concurrents? C'est Marseille, qui est un vrai concurrent. Mais j'ai tendance à penser que Marseille a quand même un certain nombre de failles et que leur match est un peu en trompe-l'œil et qu'il y a quand même moyen, dans l'effectif, d'être meilleur que Marseille. Voilà. Est-ce que Lyon, sur le papier, a quelque chose à envier à ce Marseille-là? Sur le papier, hein, je précise bien. Normalement, on doit pouvoir les prendre. Monaco, c'est pareil, Monaco. Sur le papier, il n'y a pas non plus... c'est pas la folie, Monaco. Et Rennes, c'est pareil. Donc à un moment donné, normalement, Lyon, il est dans ce chapeau-là, hein. Vous avez le chapeau 1 du PSG qui est intouchable, et derrière, il y a un chapeau 2 pour la troisième place, et Lyon est dans ce chapeau 2, hein. Donc voilà, il y a un gros chapeau 2, un chapeau 2 dans lequel vous mettez Marseille, dans lequel vous mettez Monaco, vous mettez Rennes, vous mettez Lille, peut-être Nice, même si j'y crois pas trop. Mais voilà, normalement, vous mettez Lyon dans ce chapeau-là, et sur le papier, il n'y a pas grand-chose à envier à ces équipes-là, qui ont elles aussi des failles, hein. Elles aussi, il y a des failles. Lens, pour moi, c'est chapeau 3, Lens. Dans l'absolu, c'est chapeau 3, Lens. Ils ont un bon effectif, ils ont un bon coach, mais c'est pas une équipe qui est censée jouer la deuxième place. Là, je vous parle des équipes qui, si elles sont deuxième ou troisième, c'est normal. Si Lens fait troisième, c'est énorme pour eux. Donc voilà, il y aura des flops. Ça se trouve, Lyon va encore foirer sa saison. Mais normalement, si vous mettez un chapeau, des chapeaux de Ligue 1, Lyon est dans le chapeau 2 cette année. Donc voilà, donc on doit pouvoir normalement viser cette troisième place. Et je pense que troisième, c'est une bonne saison. Quatrième, c'est tolérable. Mais qu'en dessous, ce sera quand même honteux. On va pas se mentir. Sans Europe, faire moins bien que quatrième, un terrible échec quand même. Parce que vous avez des équipes qui vont s'épuiser en Ligue des Champions. L'OM, il va encore, je pense, galérer un petit peu. Rennes, ça va être pareil. Est-ce que tu sens pas la bonne saison de TT, l'OL qui se fait chipper? Oui, bien sûr, ça je senti. Quel Lyonnais participerait à la Coupe du Monde? Lopez, Tagliafico, qui d'autre? Bah, c'est Lucas Paqueta, Toko, et c'est tout, hein. C'est tout, je crois. Ah, donc c'est pas énorme, hein. Gusto, arrêtez de fumer, les gars. Gusto. J'adorerais Gusto, hein, mais arrêtez de fumer. Je vous rappelle que Didier Deschamps, il a refusé de sélectionner Umtiti parce qu'il n'était pas assez fort en Ligue des Champions pour lui. Arrêtez Gusto. C'est Klose qui va y aller. En plus, maintenant, il joue à l'OM, donc évidemment que c'est Klose qui va y aller.
Déjà, il l'a sélectionné quand il jouait à Lens, mais maintenant il joue à l'OM. Donc vous pensez que Klose, il va pas y aller? Lopez, pas sûr. Ouais, Lopez, pas sûr. Tolisso, s'il revient bien. C'est vrai, Tolisso, s'il revient très bien, il peut y aller. Mais surtout qu'il y a une place à prendre quand même au milieu de terrain. Si Paul Pogba est blessé, il y a moyen, ouais. Lukeba en surprise du chef, j'y crois zéro. J'y crois zéro à Lukeba et tout ça. Oubliez pas que c'est Didier Deschamps et que Didier Deschamps peut pas piffrer les Lyonnais quand même, hein. Donc on peut imaginer que Lukeba, que Paqueta y va, aller Tolisso en tirant les cheveux, Tagliafico, et c'est tout, hein. Tu es hypé par la saison qui arrive, j'étais au stade, je trouvais la casette tellement important. Ouais, hypé, ouais. Ouais, hypé. Klose en même temps, il mérite. Ah bah oui, oui, il mérite, ouais. Puis si c'est pas Klose, ce sera Mukiele, enfin voilà, non mais. Y a pas. Y a pas mal. Enfin, il ira pas, Gusto. Il sera peut-être, allez, au pire, il sera dans la liste élargie dans les réservistes, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Oui, Toko. Toko, il va, ouais. Donc voilà. On va se retrouver avec Guendouzi au milieu. C'est très bien. Qui dit à Guendouzi? Moi, je m'en fous, en fait. Je vous ai dit de toute façon que moi, j'en parlerai pas de cette Coupe du Monde. Si aucun Lyonnais pouvait y aller, ça m'arrangerait. Donc voilà, moi, après, il y a un mois de pause en novembre, donc est-ce que la Coupe du Monde aura vraiment un impact? Bah, elle aura un impact physiquement, parce que ceux qui vont rentrer de la Coupe du Monde, s'ils sont allés un peu loin, ils vont être cramés, hein, complet. Paqueta, s'il fait demi-finale avec le Brésil, bon courage derrière, hein. Donc non, non. Moi, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, la dernière fois, la Coupe du Monde, j'en parlerai pas, on fera autre chose, on jouera à FM, on jouera à F1 Manager, mais il n'y aura pas un débrief sur la Coupe du Monde. Déjà parce que c'est pas le foot internet, je me bats les couilles, et que j'ai pas envie de parler de cette Coupe du Monde-là, elle me hype pas du tout. Probablement, je vais pas vous mentir et faire l'acteur en vous disant que je vais pas la regarder, je vais probablement regarder 2-3 matchs, mais j'en parlerai le moins possible. Et j'essayerai de m'y tenir. Et de toute façon, ça m'intéresse pas. Le chat s'est calmé. Oui, le chat s'est calmé, ouais. Donc voilà, on n'en parlera pas. On fera autre chose. Et tant pis si ça coûte des viewers, on s'en fout. Le Brésil va foirer sa Coupe du Monde, peut-être. C'est triste d'être dans le même chapeau que toutes ces équipes de pit que tu as citées. Bah, c'est la réalité, les gars, hein. C'est la réalité. Parlons Ligue 1. Ouais, parlons Ligue 1. Donc on va reprendre le classement. Là, je vais vous enlever le paint. On va reprendre le classement de la Ligue 1. Est-ce que je peux l'élargir? Voilà, on va l'élargir, on va le mettre en grand. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Chrome, voilà. Le classement de notre cher Ligue 1. Alors, de quoi on voulait parler? Ouais, vous voulez me parler? On a quand même... Vous rappelez quand même qu'on a 4 descentes cette année, hein. On a 4 descentes. Moi, j'ai regardé ce week-end. Il y a des équipes qui me paraissent d'une faiblesse. Auxerre, j'adore Auxerre, hein. C'est ma deuxième équipe préférée en France. Parce que j'ai grandi dans... Enfin, j'ai mon grand-père qui habitait dans le coin et compagnie. Auxerre... Waouh, Auxerre... c'est pas, ils sont pas au niveau. Je pense vraiment qu'ils vont se faire défoncer la gueule toute la saison, Auxerre. J'ai vraiment le sentiment qu'ils sont pas au niveau. Et j'adorerais avoir tort. Vraiment. J'adorerais avoir tort sur Auxerre et qu'ils se maintiennent, on ne sait pas trop comment. Mais pardon, plutôt des fesses de la casette. Laissez-moi tranquille, madame. J'apprends que la GIA est mon second club préféré. Oui, mais pourquoi la GIA est mon second club préféré? Parce que mon grand-père habitait pas très loin d'Auxerre, et parce que j'ai un amour infini pour Giroud, dont je trouve c'est le héros de shonen avant que la mode des shonen soit la mode. Voilà, Giroud est un personnage absolument extraordinaire du football mondial, et ce qu'a fait Giroud ne sera plus jamais refait. Et je trouve que Auxerre, enfin vraiment, il faut se rendre compte de ce qu'était Auxerre avant Giroud. Auxerre, c'est perdu, hein. C'est 80 000 habitants, c'est sur la 6, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à Auxerre à part du pinard. Et il y a un boug qui a débarqué de nulle part et qui a pris un club en 8ème division et qui l'a emmené à un doublé Coupe de France championnat. Enfin, c'est Football Manager le truc. Donc non, Auxerre est un club, c'est même pas un club mythique, c'est un monument du football français. Mais malheureusement, je pense qu'ils sont pas structurés cette année. C'est quoi la notoriété de Giroud à l'international? Bah, c'est comme Brian Clough en France, hein, c'est-à-dire les gens ne le connaissent pas forcément. C'est des histoires locales. Mais vous avez les vrais connaisseurs du foot, ils savent qui est Giroud. On veut la photo sérieuse avec le maillot OCR 2004. Un jour peut-être. J'ai un amour infini pour Guimou aussi. Non, pas vraiment, mais bref. Pas hâte de faire le dep à Toulouse. J'ai pas vu le... On va se faire défoncer comme à l'époque. Bah j'y serai, tiens. Je vais essayer d'y aller à Toulouse. Pour aller voir les gars de Poubelle TV. Je vais essayer d'y aller. Voilà. Mais je pense malheureusement que Auxerre, ça va être très compliqué. C'est très faible. Il y a des failles terribles dans l'effectif. Soit ils se renforcent de ouf, soit ça va tout droit. Il y aurait 3 descentes comme l'an dernier, je dis pas, mais je vois difficilement Auxerre faire mieux que 17ème. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait pu espérer, hein, s'il y avait la 18ème place en barrage et compagnie. Je pense qu'Auxerre, ça fera pas au-dessus de 17ème, et je vous jure que j'adorerais avoir tort. Je vous jure que j'adorerais avoir tort. Pourquoi 4 descentes? Parce que l'an prochain, on passe à 18 en Ligue
Donc les championnats sont un peu chamboulés parce qu'à partir de l'an prochain, on passe à 18 en Ligue 1, 18 en Ligue 2 et il y aura une Ligue 3. Donc vous avez, il me semble, 6 descentes en Ligue 2, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie ça. Donc voilà, ça va être le bordel, ça va être le vrai bordel. Ligue 2. Je vais vérifier avant de dire des bêtises. C'est 4 descentes sèches. Il n'y a pas de barrage cette année. C'est 4 descentes sèches, ouais. Il n'y a pas de bataille. Et ça va se jouer du coup jusqu'à la 17ème place. Donc je veux dire que les équipes qui sont spécialistes. Pourquoi j'ai pas de la Ligue 2 là? Putain, samedi, il y en a eu de la Ligue 2. Ah, Ligue 2. Ligue 2 classement. Non, il y a 4 descentes en Ligue 2, pardon. Non, c'est en national qu'il y a 6 descentes. C'est en national. Le national se professionnalise. Je sais pas. Il y a 4 descentes en Ligue 2, 4 descentes en Ligue 1. Donc effectivement, il y en a qui vont serrer très fortement les fesses. Et je pense que pour certaines équipes, pour qui ce sera limite, ça va vraiment être très 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 limite. Donc moi, si je devais faire un pari sur les 4 relégables, et on va clipper ça quand je me serai complètement planté, mais je dirais Auxerre, Reims, Clermont, qui m'ont quand même pas l'air armés. Ces 3 équipes-là m'ont l'air un peu faibles. Reims, peut-être pas. Mais plus derrière, je pense que le dernier spot se jouera. Vous voyez par exemple, je trouve que Toulouse a les armes. Je trouve que Toulouse m'a l'air d'avoir un effectif qui a les armes pour se maintenir. Je ne vous dis pas que ce sera facile, mais pour moi, ils ont les armes. Reims, énormément de blessés hier. Ajaccio, c'est faible, mais Ajaccio, c'est chiant. Donc effectivement, j'ai aussi un peu de mal à imaginer Ajaccio au-dessus des 17. Mais Ajaccio, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça va faire un bon bilan à domicile, ça va être chiant à jouer. Je ne suis pas certain que ce soit les plus en danger. J'ai peur que Lorient, ce soit compliqué. J'ai peur que Nantes, si Ludovic Blas s'en aille, ce soit compliqué. Vous avez beaucoup d'équipes pour qui ça risque d'être compliqué quand même. Allez, on va dire les 4. On va mettre Clermont, Auxerre, Angers, et qui le dernier? Et 3, ouais. Et 3. Et 3, et j'ai vu une hot tech Montpellier, vous êtes dur quand même. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf. On va dire 3, Auxerre, Clermont, merde, je sais plus ce que j'ai dit. Bref, Brest, ça passe tranquille. Non, mais je pense que Brest, ça peut se démerder. Mais la défense de Montpellier, oui, c'est dégueulasse. Hein. J'ai dit Angers, ouais. Angers, j'ai peur que ce soit compliqué aussi. Ouais. Lorient, ça a pris 3 jolis pions. Ouais, mais c'était pas si mal, Lorient. C'était pas si mal. Mais vous avez un sacré paquet d'équipes qui ont... Et j'ai peur qu'on ait une Ligue 1 de merde à cause de ça. Vous voyez? Parce que je pense que ça va se jouer jusqu'à très très tard le maintien. Et que vous avez des équipes jusqu'à la 12e place où ça va se batailler pour le maintien jusqu'à très 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 tard. Donc on va voir. Montpellier, si Savani se blesse, c'est clé, ça la porte. Ouais. Vous avez vraiment 2 chapeaux. Hein. Vous avez le chapeau des équipes qui doivent normalement jouer la première partie de tableau et celles qui vont jouer le maintien. Et aujourd'hui, je pense que vous avez 10 équipes qui vont jouer le maintien cette saison. Les équipes qui vont jouer le maintien et qui donc à un moment donné vont pas se découvrir à compagnie, vous avez Clermont, Reims, Auxerre, Ajaccio, Troyes, Brest, Nantes, Toulouse, Angers, Lorient. Tout ça, ça joue le maintien, en théorie. Reims, attention Reims. Hein. Après, normalement, ça devient une équipe solide du championnat de France, mais Savani, il y a moins qu'il parte, je pense pas. Je pense pas. Ça va être une Ligue 1 particulière et ça va être une Ligue 2 particulière aussi, parce qu'en Ligue 2, je sais pas si on va parler de la Ligue 2, mais si, on va faire un petit point Ligue 2 quand même, parce que c'est intéressant. Je vais vous mettre le classement. Évidemment, ça ne fonctionne pas, sinon c'est pas drôle. Pourquoi ça va pas fonctionner? J'ai pas le droit de mettre le classement là. Bon, bah, je vous le mets là, du coup. Non, bah, je le mets pas, c'est pas grave. Le point sur le classement de Ligue 2, voilà. Chrome, super, on va s'y remettre. Non, d'accord. Voilà, c'est bon, classement de Ligue 2. Évidemment, c'est de la merde. Classement de Ligue 2. Hop. Classement de Ligue 2. Vous voyez quand même qu'il y a un gros problème en Ligue 2. C'est qu'il y a 2 places. Hein. Il y a 2 montées en Ligue 2 cette année. Et vous avez 4 descentes. Et le problème, c'est que si Bordeaux ou Saint-Étienne, ici présent, ne montent pas, c'est la banqueroute. C'est la banqueroute. C'est-à-dire que Bordeaux, ils n'ont pas le droit de ne pas monter. Et Saint-Étienne encore moins. Et comme vous voyez, Saint-Étienne, c'est mal barré déjà. Parce que Saint-Étienne, ils ont 3 points de retard. Hein. Ils ont pris 3 points pour le feu d'artifice dans la gueule des joueurs. Là. Vous savez, lors du barrage contre Auxerre, là, ils ont perdu le barrage, puis ensuite ils ont sorti le 14 juillet sur le banc des remplaçants. Là. Donc Saint-Étienne, ça va très très fortement puer du yonf. Et je pense pas qu'ils monteront. Et Bordeaux, ça peut remonter. Parce que franchement, la Ligue 2, c'est faible. Mais Bordeaux, si par malheur ça remonte pas, Bordeaux, c'est les clés sous la porte. Hein. Parce que vous avez des équipes qui sont quand même sacrément solides. Quand ça m'a l'air d'être solide.
pour moi, les équipes qui montent en Ligue 2, c'est Caen. Et je vais mouiller, je vais dire Metz. Et Bordeaux va faire 3. Et Bordeaux, s'ils font 3, c'est le National 3. Donc, mais effectivement, ça là, ça c'est. Je pense que le problème, c'est que le derby, si jamais Saint-Etienne ne remonte pas, on peut ne plus avoir de derby pendant 10 ans. Hein. Vraiment. Parce que Saint-Etienne, il y a eu des embrouilles monumentales au niveau de la vente du club qui étaient quasiment actées. Puis quand ils ont entré en partenariat, vous savez, en négociation exclusive, c'est-à-dire que le mec qui devait racheter, le fonds qui devait racheter a ouvert les placards, et dans les placards, il y avait un sacré nombre de cadavres, et du coup, Saint-Etienne a décidé, enfin, Romeyer et Cayazo, ils ont décidé de couler avec le club. Donc j'ai tendance à penser que Saint-Etienne, ça remontera pas. Et si ça remonte pas, j'ai peur que Saint-Etienne soit mis en liquidation judiciaire, et qu'on n'ait pas de derby avant 2030. Hein. Le Paris FC en Ligue 1, t'y crois? Non, j'y crois pas, parce que j'aime pas ce club de toute façon. C'est un club géré par une personne pas très très estimable. Et je pense qu'ils n'ont pas le niveau pour. Enfin, il y a des grosses équipes quand même. Hein. Puis ça part en vrille, oui, effectivement. L'oreille, il a fait se battre avec un joueur et compagnie. Bon. Le PFC avec 5 supporters. Il y a un petit groupe d'ultra qui doit être une cinquantaine, en toute honnêteté. Après, le problème du PFC, c'est que c'est un club qui a pas d'âme, quoi. Le stade est pourri, il y a personne, il y a pas d'âme dans ce club, quoi. C'est vraiment l'anti-Red Star, c'est-à-dire il n'y a aucune identité. Regardez le logo du PFC, s'il vous plaît. On dirait un logo du générique de Pro Evolution Soccer, quoi. Donc bon, le fameux Pierre Ferracci. Non mais voilà, renseignez-vous sur Pierre Ferracci. Hein. On va pas faire de la diffamation, mais je vous invite à taper son nom sur Google et à regarder quelques articles quand même. Derby bourguignon en Ligue 1. Je sais pas que Dijon soit compliqué. Si on a un derby bourguignon, je pense qu'on l'aura plutôt en Ligue 2 l'an prochain. Hein. Tant que Grenoble reste en Ligue 2. Grenoble me semble pas avoir le niveau pour monter en Ligue 1. Quand tu rentres à Charletti, ton âme disparaît. Alors en fait, ce qui est génial à Charletti, c'est que bah, comme il y a une piste d'athlétisme, tu vois rien. Ça sonne creux. Les lumières t'éclatent la gueule aussi. Et c'est extrêmement mal desservi. Donc bon. Aucun relégué n'est remonté directement sur les 20 dernières années, sauf Metz 2 fois. Pour moi, Metz, ça remonte. Ouais. De toute façon, Metz, c'est leur destin de faire de l'ascenseur. C'est comme disait Sofiane de nos amis les concurrents de Paris Sport. On ne sait jamais s'ils sont en Ligue 1 ou en Ligue 2, Metz. Qu'on verra. La seule différence, c'est que Bordeaux à SSE revend 20 avec le team de Ligue 2, ça dépasse pas les 5 millions. Ouais, alors, il y en a pas 1000 des joueurs que tu peux revendre 20 millions à Saint-Étienne. Donc, je suis pas certain que. En plus, il y a des supporters lyonnais agressifs à Charletti. Non, Bordeaux a vendu ses assets avec une valeur marchande. Ils ont vendu ses Kumara. Il n'y a plus grand monde dans l'effectif de Bordeaux qui peut vraiment être vendu à une grosse valeur. Saint-Étienne, j'ai payé 25 balles pour LPFC en Coupe de France. Bien vu à toi, bien joué. Saint-Étienne, il y a plein de fins de contrat. Oui, Saint-Étienne, ce qui peut sauver Saint-Étienne, c'est la masse salariale, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de joueurs, donc en fait, ils peuvent reconstruire Saint-Étienne. Mais Saint-Étienne a des cadavres dans le placard, et Saint-Étienne a des dettes assez folles, donc ça peut se casser la gueule aussi fortement, quoi. Et je pense pas que ça remontera, et si ça remontera pas, l'équilibre financier sera très compliqué. Donc on va. Poussin, c'est à 20 euros qu'ils le vendent. Encore, c'est cher payé. Hein. C'est très cher payé. Non, c'est Kumara, c'est une belle vente. Ça a permis à Bordeaux de se sauver son cul, hein. Mais c'est pour. Vous savez, vous avez vu les rapports de la DNCG sur Bordeaux. Hein. Ils ont la masse salariale encadrée. La DNCG encadre sa masse salariale en fonction de ce que Bordeaux a dit. C'est-à-dire Bordeaux s'est fixé des limites dans le plan qu'ils ont proposé à la DNCG. Et dans le plan qu'ils ont proposé, les limites sont déjà pétées. Donc en fait, Bordeaux ne peut pas recruter de joueurs. Ils sont obligés de vendre. Et ils n'ont pas enfin, je veux dire, les calculs sont pas bons, quoi. Bordeaux, c'est vrai que tu peux vendre Maja, ouais. Tu peux vendre Maja qui a une petite cote encore en Angleterre. Mais bon. Je pense que Bordeaux, soit ça monte, auquel cas c'est bon, ils sauvent leur cul. Mais si ça monte pas, c'est la National 3. Hein. C'est adieu les Girondins. Je vois pas comment Bordeaux se sauve devant la DNCG s'il remonte pas. Sochaux, Sochaux c'est toujours un peu pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une bonne saison, une saison moyenne. J'ai peur que ce soit pas la bonne saison de Sochaux. J'adorerais parce que j'aime bien ce club aussi. Maja, ça fait pas 3 ans qu'il doit partir. Si. Il y a 3 joueurs à Bordeaux qui sont en attente de signer. Mais je pense pas qu'ils les feront signer. Je pense pas qu'ils les feront signer. Et après, pour les descentes en Ligue 2, il y a une telle densité d'équipes moyennes en Ligue 2. Je veux dire, Laval, ça peut descendre. Niort, ça peut descendre. Rodez, Pau, Annecy, c'est compliqué. Tout le monde peut descendre, en fait. Tout le monde peut descendre en Ligue 2. Quasiment tout le monde. Sauf, allez, Caen, Guingamp, ça descend pas. Dijon, ça descend pas. Valenciennes, ça descend pas. Metz, ça descend pas. Et après, tout le reste, ça peut dégager. Hein. Tout le reste. Il y a 4 descentes. 4 descentes en Ligue 2. Donc,
Niort, t'as vu ce qui s'est passé? Bah, j'ai pas vu j'ai vu qu'il y a Molina qui a sorti une vidéo sur Niort. Apparemment, c'est une sacrée Zumba ce qui se passe là-bas. Mais donc, non, j'ai pas eu le temps de la regarder parce que j'ai lancé le live à ce moment-là. Mais ça a l'air d'être rigolo, Niort. Ça a l'air d'être très marrant. Imaginez Saint-Étienne descend sportivement. J'ai quand même du mal à croire que Saint-Étienne descendrait sportivement. Ils ont 2 points de retard, mais Saint-Étienne, il y a quand même un sacré paquet d'équipes de merde en Ligue 2, hein. Donc, je vais voir Bordeaux-Niort samedi. Bah, bon courage à toi, hein. Je vais la regarder après le live, là. Je vais la regarder. Après, ça fait 2 heures de live, on va pas tarder à plier boutique, hein. Le coach de Niort a signé au Congo, sauf que le club n'était pas au courant. Non, mais c'est légendaire, ça. C'est exceptionnel. Mais voilà, après, si vous aimez souffrir, moi je vous rappelle, j'ai un pote qui vient là, à la fin septembre, il va voir Bordeaux-Paris FC. Donc, comme quoi, il y a des gens qui aiment souffrir quand même, hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup la mort. Attendez, je regarde juste mes mentions. Ah bah tiens, parfait, je vous enverrai chez Poubelle TV après. Je trouve bien confiant pour quand, c'était tendu l'année dernière, là sans le livre sur le pendant ça va être dur. Non, c'est pas Giggs, c'est Florent Tonuti, autre supporter bordelais qui souffre, qui m'a demandé s'il pouvait dormir chez moi pour aller voir Bordeaux PFC, enfin, pour aller voir, pardon, PFC Bordeaux à Charletti. Donc bon, les gros mazos qui vont regarder Saint-Étienne. Mais moi j'adore regarder la Ligue 2, ça me détend. Bref, non voilà, petit point Ligue 2, petit point Ligue 1, je pense qu'on sera habitué, on s'habituera à faire des choses comme ça sur les débriefs. Ça prolongera un peu l'expérience. On fera des petits points Ligue 1, petits points Ligue 2 à la fin de chaque stream. On parlera pas des championnats étrangers parce que je ne les regarde pas. Tu veux dire que Lyon-la-Duchère sera plus haut que Saint-Étienne dans un avenir proche? Si Saint-Étienne est dissous, oui, hein, Lyon-la-Duchère c'est en National 2, hein. Donc c'est pas foufou. Par contre, ils ont un bon petit coach. Ça change de Manu Dacosta, la légende. Monaco, t'y crois demain? Non, j'y crois pas. Donc non, non, j'y crois pas à Monaco. Je pense que ça va être compliqué pour eux. Mais ce serait bien, parce que si Monaco va en Ligue des Champions, ils vont la jouer à fond, et ce sera des points perdus en championnat. Donc je suis à fond pour eux, et de toute façon, par essence, je suis contre le PSV Eindhoven, mais j'ai du mal à y croire pour eux, ça va être très compliqué. Le but incroyable de Livolan, ouais, ouais, je vous le recommande. Si vous n'avez pas vu le but de Jérémy Livolan, c'est une dinguerie. Tu termines 16e en Ligue 2, tu descends. Non, 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 c'est 17, 18, 19, 20 qui dégage. Par essence, bah oui, les gars, un peu d'histoire du club quand même. Si vous êtes lyonnais, vous ne pouvez pas aimer le PSV Eindhoven. Le club surprise en Ligue 1, ça c'est une bonne question ça. Club surprise en Ligue 1, on va se remettre le classement, tiens. Club surprise en Ligue 1, qui vous imaginez vous en club surprise qui va faire top 5 alors qu'on s'y attend pas? Alors peut-être pas top 5, mais je pense que Toulouse va faire une bonne saison, ouais. Ah ouais, Toulouse c'est intéressant ce qu'ils font quand même, hein, en termes de recrutement. C'est vraiment intéressant les mecs qui vont chercher. Il y a un petit mec là dont j'ai oublié le nom, je vais aller voir, non. Comment il s'appelle, celui qui il a fait une passe D où il a marqué, le mec qui venait de deuxième division, comment il s'appelle là, deuxième division néerlandaise. Dalinga, c'est ça, non? Celui qui a marqué 32 buts. C'est ça? C'est lui là, Dalinga. Ouais, Thijs Dalinga. Lui, non, il y a quelque chose d'intéressant, hein. Mais c'est pas nouveau, hein. Toulouse, ils recrutent des mecs un peu chelous qu'on n'a jamais entendu parler. Van der Bomen, Harry Saillet et compagnie, là. Ça amène des choses intéressantes et moi je trouve que ce serait cool que Toulouse soit récompensé de cette espèce de recrutement football manager. Je trouverais ça très positif. Il y a un côté un peu Reims, mais en encore plus extrême. Donc voilà, j'essaierai moi d'aller voir Toulouse-Lyon au stade, ouais. Donc non, c'est intéressant. Je pense que Toulouse va finir bien. J'aimerais bien qu'il finisse assez haut. Parce que j'aime bien ce club, Toulouse. À partir du moment où il n'est pas entraîné par Pascal Duprat. Tu vois quel gros flopé. Quel gros Montpellier. C'est pas vraiment un gros, mais je pense que Montpellier va faire une vraie saison de merde. J'ai tendance à penser que Montpellier va faire une saison porte du maintien, porte de la relégation. Viens en virage Brice-Tâton. Faut que je vois où on ira. Ouais, je vois Nice foirer sa saison. Je pense que Nice va bider, ouais. Je vois Nice bider, Montpellier bider, et je vois Toulouse surperformer. Et, et c'est tout en fait. Peut-être Lens, parce que je trouve que Lens a quand même une belle équipe. Et je vois Rennes aussi bider. Ah ouais, non, non, je vois Rennes bider. Non, non, c'est Rennes en fait. Rennes Je sais pas, il y a un truc. Après, j'ai aussi envie de voir Genesio bider, mais j'ai tendance à penser que Rennes, ça va pas bien se passer là. Ils ont le bœuf Savanier match bombe. Voilà, allez, si on devait parier, je dirais. On va pas dire Lyon, hein. Parce que je vois pas. Enfin, c'est pas que je vois pas Lyon. Je vois pas comment Lyon peut bider, mais
2 saisons de suite pour Lyon, ça commencerait quand même à être relou. Hein. PSG champion en mars, ça je suis d'accord. Ouais. Ouais, ouais. PSG, à mon avis, ça va être une boucherie cette année. Vraiment, c'est. J'ai peur que ça. Enfin, je suis pas sûr que ça fonctionne en Ligue des Champions, mais par contre, ils vont défoncer la gueule de la Ligue. Hein. Ça me paraît à peu près invaincu. Non, je pense pas. Non, 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 pas invaincu. Ils vont se faire taper par quelqu'un à un moment donné. Je comprends pas comment Seko Fofana est toujours à Lens. J'avoue. Non, non, Lens, il y a un recrutement intéressant là. Marseille, ça craint un peu. On va voir, hein. On va voir si c'est un trompe-l'œil leur premier match. Mais première mi-temps de Marseille était impressionnante. Hein. PSG tape les 100 points. Ça j'aime bien ça. PSG qui tape les 100 points. Ouais. Je pense que le PSG est champion avec 25 points d'avance. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans cette équipe là. Le match contre Clermont, c'est pas le même état d'esprit, vous voyez. Je pense pas qu'un retour des internationaux post-Coupe du Monde peut foutre en l'air la saison PSG. Je pense pas. Je pense pas. Il y a un virage là côté Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils vont tout péter en Ligue 1. Hein. Mais violemment, quoi. Ça va être un scandale. Et je vois Lyon finir 3 ou 4. Mais pas plus. Je vois pas Lyon finir 2. Je vois pas Lyon finir 2. Je vois. C'est dur hein, sur une premier match. Mais. Je sais pas qui je vois finir 2, mais je vois Lyon finir 3 ou 4. Combien de points pour le top 2 bah, PSG va faire 97, 98. Et le deuxième va faire 77, allez, 76. Monaco, ouais. Ouais, Monaco, ouais. J'ai trop peur que Lyon fasse une bonne saison comme Lille, sauf que Paris soit beaucoup trop fort. Moi, je parierais sur ça. Je crois absolument pas, non pas que j'y ai déjà cru un jour, mais je trouve que l'an dernier, le Paris Saint-Germain était prenable parce qu'ils étaient foncièrement nuls à chier. Je pense que cette année, ils sont imprenables, Paris. Vraiment. Et je le souhaite pas, hein. Vraiment, je souhaite pas. J'aimerais bien qu'on ait du suspense. Mais j'ai ce sentiment que Paris va être absolument dégoûtant cette année, écœurant. On va vomir partout. Je serais pas surpris qu'il y ait de nouveau le 9-0 contre 3 et compagnie. Mais voilà, on va voir. On va voir. L'année dernière, Mbappé sauve la Ligue 1. Mais là, si ça fonctionne, ça va être une boucherie. Bah, j'ai l'impression que Galtier, ça fonctionne. Donc on va voir, on va voir. Hein. Qui va descendre pour toi? On l'a dit, pour moi, Auxerre, Clermont, Angers et 3 pour les descentes. Les 4 relégués. Pour moi, c'est ces 4-là. Voilà. On résume. Résumé, Paris champion avec 25 points d'avance. Monaco deuxième. Lyon troisième ou quatrième. Nice et Rennes qui bident. Lens qui surperforme, qui continue dans sa lignée. Et les relégués, Auxerre, Clermont, 3 et Angers. Voilà. Et Toulouse en bonne surprise qui fait 7 ou 8 du classement avec un jeu léché intéressant. Voilà, vous clippez. Clippez-moi ça. On est à combien là? 2 heures tout pile. Voilà. On clippera ça. Et comme ça, dans 3-4 mois, on ressort ça sur Twitter et vous retweetez en disant que je suis un gros footix. Ajaccio se maintient. Ouais, Ajaccio 16e, ouais. Voilà. Ajaccio 16e avec 22 buts marqués et 21 buts encaissés. Non, non, je suis pas ouf. Je pense vraiment que Toulouse peut faire une super saison. Ajaccio, tu les vois trop beaux. Je les vois trop chiants, ouais. Non, en vrai Ajaccio, ça descend. Ça descend, Ajaccio. C'est pas bon. Premier entraîneur qui sera viré. Ah, c'est une bonne question, ça. Qui saute? Qui saute? Pas Clermont. Pas Reims, pas Auxerre. Pas Ajaccio. Baticle, ouais. Baticle. Non, Bruno Yarl. Ouais, 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 Bruno Yarl. Ouais, vous avez raison, Bruno Yarl. Bruno Yarles, ouais. Bruno Yarles, il saute, ouais. Ouais, Bruno Yarles, il saute, ouais. Je suis d'accord. Non, pas Peter Bosz, je pense pas. Je pense pas. Vous êtes quand même des dépressifs, hein. Et Dieu sait que moi, je suis pas hyper optimiste pour l'OL, mais vous êtes une sacrée bande de dépressifs. Hein. T'en penses quoi de la bronca Tudor hier? C'est grotesque. C'est absolument grotesque, vraiment. Tu détestes Angers, Charlie? Non, j'aime bien Angers. Mais je les trouve vraiment pas bons. Je les trouve nuls, hein. Non, non, Bruno Yarles, ouais. Bruno Yarles, ça dégage. Dalloglio, ouais, Dalloglio, ça peut, si ça continue à être merdique, Montpellier, ça peut. Mais là, je pense qu'il s'est acheté un peu de temps avec la victoire. Dalloglio, si ça enchaîne 2-3 défaites, je pense que ça saute, ouais. La Bronca, c'est un connard qui suit et 5 qui suivent à côté. Non, mais bref. Marseille, de toute façon, c'est une ambiance particulière quand même. Hein. C'est une ambiance particulière. Donc, je pense que de toute façon, tu dors, une deuxième victoire et il n'y a plus personne qui osera le siffler. Hein. Tu vois qui en top 3 buteurs de la Ligue 1? Vous voulez vraiment qu'on parle de ça?
Meilleur buteur, Mbappé. Meilleur passeur, Neymar. Et deuxième meilleur buteur, Messi. Troisième meilleur buteur, Ben Yedder. En fait, je m'en fous, les buteurs. Ouais, Ben Yedder, troisième meilleur buteur. Et Kitike, non, va pas jouer assez. Non, je pense pas que Alors, j'ai tendance à penser que la Casette va pas marquer tant de buts que ça. Je serais pas surpris que la Casette finisse à 14-15, mais avec beaucoup de passes D. La Branca, c'est l'entourage de Payet qui a mis la pression sur les virages pour le soutenir plus tôt. La Casette, ouais. La Casette, 14 buts et 9 passes D. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, il y a les pénaux, allez, on va dire 15. On va dire 15 buts. 15 buts, 9 passes D pour la Casette. Premier carton rouge de la saison. Bah, c'est Lopez, hein. Le transfert flop. Transfert flop. Je pense à penser que ce sera pas au PSG. Il y a quoi comme gros transfert en Ligue 1? Et Kitike, non. Je pense que Kitike est super fort. Mbolo, j'ai tendance à penser que c'est pas une mauvaise recrue. Ouais. TAT, ouais. TAT, ça me paraît pas mal. Non, 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 Alexis Sanchez. Bien sûr, Alexis Sanchez. Bien sûr, Alexis Sanchez, ça a toute l'idée à la con. Alexis Sanchez, c'est bien, ouais. Alexis Sanchez, ça a une bonne tête de flop, ouais. Schmeichel, non, je pense que Schmeichel, c'est une bonne recrue. Non, Alexis Sanchez, s'il vient à l'OM, je pense que, franchement... Alors, pareil, clippez pas ça, parce que sinon les Marseillais vont me tuer si jamais il s'avère être une bonne recrue. J'ai quand même l'impression que Alexis Sanchez, c'est un bout de charbon avec des pieds. Hein. Il est carbonizzato, completato, hein, Alexis Sanchez. Donc, non. Je trouve... Vous me dites Alexis Sanchez à Lyon, je me dis, oh là là... Ramsey, ça sent le cul. Bah, Ramsey, c'était pas nul, hein. On va voir. Mais Sanchez, oh là là... Ça m'a tout l'air d'être une recrue à la Strootman, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà pour les pronos, ça me paraît pas mal. On en reparlera prochain débrief. Prochain débrief. Prochain débrief. C'est quand? C'est quand le prochain débrief? Alors, prochain match, c'est Lorient. Ce sera dimanche à 15h. Dimanche à 15h. On fera un débrief. En plein après-midi. On va bien s'emmerder. Voilà, c'est pas quand, c'est Lorient. Putain, j'ai mis du temps, ça a mis du temps à monter au cerveau. Donc voilà, ce sera dimanche 15h. En attendant, on n'aura plus de foot sur la chaîne, on aura du cyclisme. On aura du cyclisme puisqu'il y a l'incroyable, le formidable Tour de l'Ain qui commence demain. Donc on fera des lives du Tour de l'Ain. On fera probablement un petit live nocturne à un moment donné pour parler de tout et de rien. Pas ce soir parce que je suis bien clacos. Mais on fera à un moment donné un petit live nocturne, blabla, marché du travail, la vie, la vraie, voilà, débrief mariage, ce que vous voulez. T'as vu le tweet de l'équipe disant que Benoît s'est peut-être fait chauffer? Non, j'ai pas vu. Pronostic dimanche contre Lorient. Lorient, ça doit passer normalement. On va dire un 2-1. Allez, 2-1. Présent au départ demain. Bah, t'as bien de la chance. Un petit tour de l'Ain demain qui servira de prétexte à faire autre chose. Et derrière, on verra ce qu'on stream. Il y a bientôt, mais pas tout de suite, F1 Manager. Et ce sera tout, hein, globalement. Voilà le programme de la suite. On est monté à 141 subs. Ça fait grave plaisir. Donc merci à vous. À un moment donné, on va reprendre les quiz aussi. Il faut que je prévoie ça. Bonne soirée. Il y aura la rediff. Ouais, je vais essayer de la mettre sur YouTube, la rediff. Multifracture. Merde alors. Il y aura la rediff. J'essaye de la mettre sur YouTube dès ce soir, mais je vous garantis pas. Donc rendez-vous demain pour le Tour de l'Ain. Probablement un petit live nocturne jeudi ou vendredi, quelque chose comme ça. Et puis c'est tout. Voilà, et débrief dimanche 15h. Et on reprendra les quiz à un moment donné. Il faut que je vois avec Parion Sport pour voir ce qu'on peut faire gagner. Peut-être un quiz Ligue 1, peut-être un quiz foot, quoi que ce soit. Il y aura un quiz tennis, ça c'est une certitude. Il y aura un quiz tennis aux alentours de début novembre, au moment de Paris-Bercy. Le quiz tennis qui sera avec Decathlon, donc il y aura des raquettes à gagner, je pense, des babales et compagnie. À moins de vouloir faire du montage. Non, non, mais je sais que je peux exporter. Mais ça prend un peu de temps, donc c'est chiant. Voilà, donc demain, Tour de l'Ain, live nocturne dans la fin de la semaine, puis débrief, et d'ici la fin du mois. Vous avez tout le programme sur Discord, hein. Venez sur le Discord. Voilà, hop, je vous mets Discord dans le chat. Venez sur le Discord, tout le programme est sur le Discord, toutes les annonces sont sur le Discord. Vous avez des gens sympathiques qui mettent à disposition des diffusions gratos d'événements clients, mais ça il faut le dire à personne, donc me dénoncez pas. Quiz politique, je sais pas. On verra les thématiques des quiz. Il faut que j'en fasse encore
5 avec Parion Sport et 1 avec Decathlon. Donc on aura des... Decathlon, c'est le tennis. Parion Sport, je pense qu'on fera à un moment donné un quiz foot thématique rigolote, quoi. Mais voilà, globalement, le programme des prochaines quiz sur Jospin. Ça va être vite réglé, le pauvre. Voilà pour le programme. Vous partez pas tout de suite? Je vous envoie un raid chez quelqu'un. Qui y a? Il y a les amis de Poubelle TV, là. Ils sont en ligne, nos amis de Poubelle TV. Bah, je vais vous envoyer chez Poubelle TV, c'est bien. Voilà, ça leur fera plaisir. Vous prenez soin de vous, rendez-vous demain pour ceux qui aiment le vélo, rendez-vous en fin de semaine, probablement jeudi ou vendredi pour ceux qui aiment blablater. Et puis bah voilà, c'est tout. L'Olympique Lyonnais est à 3 points en championnat sur 3, c'est déjà pas mal. On se retrouvera pour Lorient en espérant débriefer une victoire également. Voilà, je vous embrasse, bisous, à bientôt. Prenez soin de vous, hydratez-vous, téléphonez à vos proches, partez bien en vacances, tout ça. Ciao, bisous.